Bonjour à tous, moi c'est Cheikh Bangré, ancien joueur formé à Toulouse au TFC. Je suis heureux de vous retrouver dans mon podcast The Process. On va retracer un peu le parcours des athlètes, des sportifs de haut niveau, des joueurs de foot, du centre de formation et même un peu avant, leurs premiers pas dans leur premier club d'enfance jusqu'au haut niveau. On va revoir un peu toutes leurs galères, leurs difficultés, leurs défis, les réussites, l'échec aussi avant. Et voilà, on va essayer de savoir un peu comment un joueur il fait pour y arriver, pour tout son parcours. Et voilà, pour ce premier épisode, je suis heureux de retrouver pour moi, quelqu'un de très important, un frère pour moi, Monsieur Lionel Mpassi, parce que le premier épisode, je voulais que ça tourne autour de la résilience. Et pour moi, il n'y avait pas un meilleur invité pour parler de résilience que lui. Le gars, il a tout connu, les difficultés, comme je l'ai dit, les échecs, la remise en question constante, permanente. Donc pour moi, voilà, vraiment, c'est un honneur de pouvoir le recevoir pour cette première. Monsieur Lionel Mpassi, merci d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir depuis le temps qu'on galère avec ce podcast. Franchement, c'est un plaisir de te recevoir, mon frérot. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais, ben franchement, là, on va essayer de retracer toute ton histoire, hein, depuis le début, tes débuts à Torcy, ensuite la suite au PSG, après le passage à Toulouse, jusqu'à l'actualité de maintenant. Franchement, pour moi, c'est un honneur de t'avoir. Et vraiment, ce premier épisode sur la résilience, pour moi, j'avais pas un meilleur invité que toi. Donc, franchement, je suis content de t'avoir, frérot. Ouais, au plaisir. J'espère qu'on va passer un bon moment et je pense avoir pas mal de choses à te raconter sur mon parcours. Non, ça, j'en doute pas. En tout cas, vraiment, voilà. Bon, voilà, nous, on se connaît et tout, mais bon, quand même, faut que tu te présentes pour ceux qui te connaissent pas. Bah, salut à tous, je me présente, je m'appelle Lionel Mpassi, j'ai 30 ans, je suis né à Paris, à Meaux en région parisienne, et je suis footballeur professionnel gardien de but. Du coup, au Rodez Aveyron Football actuellement. Ouais. Et du coup, par rapport à tout ça, tes débuts à Torcy, c'était quoi? Que tu t'arrives, enfin, voilà, t'as grandi toi à Torcy, hein? Ouais, je suis né à Meaux Ouais. et on est parti à Torcy, je pense, j'avais 3 ans. Du coup, moi, j'ai commencé le foot à Torcy à 6 ans et à 7 ans, je suis parti, on a déménagé à Bayer-Auvergne. Mais moi, je suis resté au club de Torcy. Du coup, j'ai joué à Torcy de mes 6 ans à mes 14 ans et ouais, j'étais vraiment passionné de foot. J'ai commencé le foot en tant que défenseur central, par contre. Def Central. Ouais, et j'ai fait 2 saisons en tant que def central et je prenais trop de plaisir. Franchement, c'était trop bien. Mais jamais j'aurais cru être gardien un jour dans ma vie. Et c'est arrivé à l'âge de 8 ans, le premier match de la saison, on arrive et il n'y avait pas de gardien ce jour-là. Et le Ouais. coach dit, s'il n'y a pas de gardien, bon, on joue pas. Moi, j'aimais trop le foot à l'époque et j'avais Mhm. déjà été dans les buts une ou deux fois, tu vois. Mhm. Du coup, j'ai été dans les buts et j'avais fait un match de fou. Et depuis, Le j'en gardien. suis toujours là, hein. Waouh. Ah, Ouais, ça défenseur faisait- central. ouais, ouais. Cassé un peu ou? Ouais, je sais pas s'il y a des potos à moi de l'époque qui vont regarder cette interview, mais je me rappelle quand je jouais au City chez mon cousin, là, on m'appelait Chris. Chris, Ouais, Chris, le défenseur, le policier. policier. On m'appelait le policier. Ouais, je défendais dur sur l'homme et tout. Et ouais, je prenais du plaisir. J'ai toujours bien aimé défendre, tu vois. Mhm. Jouer pour un collectif et bien aimé défendre. Et ouais, c'est vrai que j'ai commencé défenseur, mais j'ai vite reculé, j'ai vite Vite été dans le reculé. but, ouais. Ah ouais, franchement. Et du coup, ouais, Torcy. Et du coup, à cette époque-là, moi, je suppose que tu avais des entraîneurs qui t'ont marqué ou des coéquipiers avec qui tu étais proche. Un peu, voilà, c'était qui ces personnages qui t'a un peu aidé peut-être à prendre conscience que tu étais fait pour être gardien de but ou... Ouais, c'est clair que mon passage à l'US Torcy a été très marquant et franchement, l'US Torcy sera toujours gravé dans le cœur. Ouais, Je suis toujours fier de dire que je suis formé à l'US Torcy, je viens de l'US Torcy. un gars du 7-7 Ouais, gars du aussi. 7-7. Quand t'es du 7-7, forcément, Torcy, c'est la référence des clubs du 77. Du coup, ouais, j'ai connu des entraîneurs comme Nicolas Damon, qui est actuellement entraîneur au PSG, adjoint, D'accord. et qui a été adjoint de Zoumana Camara. Ok. J'avais un entraîneur des gardiens aussi, Anthony Calami, qui m'a beaucoup appris sur le poste et qui m'a énormément fait progresser et fait avoir confiance en moi, tu sais, à l'époque. Que j'ai jamais été un phénomène, tu vois. Mhm. J'avais mes qualités, mais il y avait des mecs plus meilleurs que moi et je le savais. Et ils m'ont toujours poussé, j'ai toujours travaillé dur. Et ouais, ces mecs-là. Après, j'ai joué avec des mecs comme Steven Moreira qui est passé par Mhm. par Toulouse. le TFC. Mhm. Adrien Hunou qui est formé à Rennes aussi, qui Rennes. était à Clairefontaine. On a toujours eu des bonnes générations et je pense que Torcy,
Ouais, le moment où ça a basculé, c'est mon passage de 13 ans première année à 13 ans deuxième année. Parce qu'en 13 D'accord. ans première année, c'est à l'époque où en 13 ans deuxième année, il y a l'époque Paul Pogba en 13 DH. Du coup, ils avaient une sacrée équipe. Ok. Et moi, en première année, je jouais en excellence. Ok. Je jouais en excellence et c'était un petit peu compliqué. J'alternais entre l'excellence et la première div. Et c'est vrai que la deuxième année, et à l'époque, il y avait un gardien qui s'appelait Marc-Aurèle Caillard. Tu as Oui. dû le Oui. connaître, qui Oui, était à oui. À Monaco. Monaco, clairement aussi. Ouais, Clermont aussi. Et si tu veux, Marco, lui, il était à l'INF, Ouais. Clairefontaine. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait venir à Torcy Torcy. la saison d'après. Ok. Je me disais, ouais, si Marco il vient, Ouais, c'est c'est chaud. mort. C'est Et chaud. je vais encore goûter à l'excellence et à la Ouais. PH, tu vois. Et on arrive là, début de saison, et pas de Marco. Oh. Vas-y, Lio. Et il y avait un autre gardien qui était avec moi en concurrent, je crois que c'était Vervel. Et on commence la saison, on se tape entre la PH et la DH, tu vois. Et j'arrive à jouer, je bosse et j'arrive à obtenir ma place. Mhm. Et je joue en DH toute l'année, on fait une saison de fou. On finit premier cette année-là et on monte en 14 fédéraux du coup. Ok. Et à la fin de cette année 13 DH, il y a le PSG qui vient m'approcher, mais il n'y a pas de suite à la fin de l'année. Ok. On fait l'année en 14 fédéraux et on fait une année encore exceptionnelle. Mhm. Et 14 fédéraux, tu commences à te frotter à l'élite Ouais. de ton âge, tu Oui, vois. oui, Il y avait forcément. le FC Metz, il y avait la S Nancy-Lorraine. Et je me rappelle, on jouait contre des mecs comme Maxwell Cornet Mhm. à l'époque, alors Mhm. qu'il a 2 ans de moins que moi. Mais c'est le premier mec qui m'a choqué dans le foot avec une flottante, tu vois. Ah ouais, lui, était Ouais. déjà, Max Corona, c'est Ouais, vrai, il était à déjà. cet âge-là, il était déjà en avance sur sa génération. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai signé au PSG à la fin de cette saison en 14 fédéraux. Et là, mon parcours dans le monde professionnel a commencé. Ouais, parce que là, tu arrives au PSG, forcément, c'est un autre statut. Là, c'est pas, on va dire, bon, sans manquer de respect à Torcy. Torcy, c'est voilà, c'est le petit club de petit quartier. Là, tu arrives quand même au PSG, le Grand Paris Saint-Germain, voilà, avec des attentes différentes, le passage au centre de formation aussi. Donc, c'est un autre monde, hein. Pour moi, pour l'avoir vécu aussi, ça n'a rien à voir. La concurrence est beaucoup plus féroce. Voilà, donc, en plus, toi, tu étais gardien. Gardien, il y avait, la génération juste au-dessus, il y avait Alphonse Areola qui était annoncé comme le futur grand gardien de l'équipe de France. En dessous, il y avait Mike Maignan. Il y avait d'autres gardiens aussi. Donc, c'était quoi un peu ton arrivée au PSG Bah, raconte-nous tout ça. comme tu dis, ouais, tu rentres dans le grand bain, quoi. Mm. Tu rentres dans l'inconnu et là, tu passes aux choses sérieuses, pardon. Mais moi, quand j'arrive au PSG, je suis dans l'insouciance de me dire, c'est un truc de fou. Ouais, t'es Je pas me dans ça. rappelle avoir des souvenirs où je signe mon contrat avec le Mm, PSG. mm. J'y vais avec le contrat au collège. Tu Je signes, dis, ouais, tu signes aspirant. aspirant, ouais. Aspirant. L'ANS, ça s'appelait. Ouais, la Euh, NS, ouais, ouais, juste avant l'aspirant. 2 ans apprenti, 1 an aspirant, 2 ans apprenti ou un truc Mm, comme ça. Je vais avec mon contrat au collège, je le montre à tout le monde. Oh, les gars, j'ai signé au mm, PSG et tout, mm, je vais toucher de l'argent. mm. Et c'était incroyable, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je me disais, et Alphonse et tout, je les connaissais pas forcément, tu vois, Ouais. parce que moi, j'étais dans ma région parisienne. Et j'arrive au PSG et je m'en rappellerai toute ma vie, la première séance d'entraînement, le niveau, la vitesse, c'était C'était autre chose. abusé. Je me rappelle, on faisait un taureau et je me disais, mais ça va à 10 000 en fait. Là, c'est le vrai football. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bah, ça va être chaud pour moi, j'ai pas le niveau? Ou est-ce que tu t'es dit, non, là, c'est bien, franchement, là, je suis à ma place? Non, je me suis pas dit, je vais pas avoir le niveau. Je me suis dit, là, va falloir travailler, tu Ouais. vois. Parce que moi, quand j'arrive au centre de formation, j'ai 15 ans, mais il y a des mecs qui sont en préformation depuis 2 3 ans déjà. Du coup, j'arrive avec ces mecs-là où je suis un peu en retard par rapport à eux, mais en même temps, tu te donnes un challenge direct. Faut que j'arrive au niveau de ces mecs-là, tu vois. Du Mm, coup, j'ai bossé dur, mais je remercierai toujours Dieu de m'avoir ouvert les portes du PSG parce que c'est pas donné à tout le monde. Et en tant que Parisien, c'est toujours, ouais, c'est le Graal ouais, d'être apprécié par forcément. le PSG, rentrer au centre Forcément. de formation. Du coup, c'était Ouais, une formation incroyable. ouais. Et du coup, voilà, du coup, tu progresses au PSG. Au PSG, quand même, tu fais une Coupe du Monde. Tu fais une Coupe du Monde, c'est-à-dire que t'es quand même un gardien de côté dans ta génération 94. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. C'était quoi cette Coupe du Monde? C'était des moments forts, quand même. Bah, en fait, comme je te dis, moi, j'arrive au PSG sur la pointe des pieds et j'arrive à progresser petit à petit. J'ai Eric Leroy comme coach des gardiens la première année. Après, Alfred Dossoyovo. Et Alfred, il nous a fait passer un cap parce qu'il était très exigeant avec nous et D'accord. on bossait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui. Et c'est vrai que le PSG, ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France. Mm, J'ai commencé à être appelé en équipe de France en U16. mm, J'ai joué un Euro avec l'équipe de France et après une Coupe du Monde.
Mais c'était des souvenirs inoubliables. Parce que quand tu es un jeune... Et moi, j'étais au PSG, mais j'étais pas comme Mike ou comme Alphonse. Ouais, t'étais J'étais pas pas promis à une carrière où carrière. j'avais pas des qualités extrêmement fortes, tu vois. Mm, J'avais mes qualités, mais il fallait que je bosse dessus. Et quand tu arrives en équipe de France et que tu joues avec des mecs comme Benjamin Mendy, mm, Aymeric Laporte, Sébastien Haller, Mbaye Niang, mm. c'est que Ouais, c'était sacré c'est joueur. que tu as de la qualité quand Ouais, même, tu vois. Et du coup, ouais, ça m'a donné aussi confiance en moi et c'était une belle époque. ouais, ben, j'imagine. Mais après, du coup, tu fais tout ça, tu commences à monter un U19. Et comment t'expliques bah, du coup que t'es pas passé pro au PSG, que que t'aies dû partir? Ben, tu sais, quand tu arrives au PSG, on te conditionne direct. Mm, Les coachs, ils te disent, vous êtes 30-35 par groupe, mm. mais il y en a que deux qui passeront. Ah oui, Et ça c'est direct, sûr. ça te met dans un mood où le centre de formation, c'est dur, hein, parce que c'est de la concurrence Mm, constante. mm. Constamment en concurrence, c'est constamment la bagarre. Même si tu es avec tes frérots, que ça se passe archi bien, tu rigoles avec tout le monde, tu sais que sur le terrain, dès que tu mets les pieds sur le terrain, c'est la pression. Et c'est la bagarre, bagarre, bagarre. Et si tu veux, ouais, comme tu as dit juste avant, à Paris, il y avait Alphonse qui avait un an de plus que moi, Mike qui avait un an de moins que moi. Et c'était des gros profils en qui on voyait déjà l'avenir. L'avenir. Et ça ment pas. Mm. Mike, c'est le gardien numéro 1 de Ah l'équipe oui. de France maintenant, et Alphonse, c'est le numéro 2 ou numéro 3. Et ouais, arrivé à la fin de mon centre de formation, on se pose avec les dirigeants et ils me disent clairement que qu'ils me proposeront pas de contrat stagiaire et que soit je reste en convention et c'était pas ce que je voulais, ou soit fallait que je trouve un nouveau challenge. Et c'est là que j'ai atterri à Toulouse. Ça se passe comment du coup le contact avec Toulouse? Ça se fait naturellement ou voilà, explique-nous un peu Bah à la ton base, je arrivée. devais pas aller à Toulouse. Ok. À la base, il y avait le FC Metz qui était Ah, super chaud ok. sur moi. J'étais parti visiter les installations à Mhm, Metz mhm. et je me rappelle, c'était Khalidou Koulibaly qui à l'époque était capitaine de Metz Ok. qui m'avait fait visiter les installations. On avait Ah rencontré tous ouais. les dirigeants et tout. C'était sur le point de se faire. Sauf que Metz, je sais pas si tu te rappelles, à cette époque-là, ils avaient été rétrogradés administrativement. Je Mhm. sais plus si c'était en CFA ou en national. Un CFA, je crois. Non, mais Mais non, je pense en national. ils s'étaient bien descendus. Ah, je me rappelle plus Ils trop, s'étaient mais ouais. bien descendus. Et du coup, à ce moment-là, avec mon agent de l'époque, il y a Toulouse qui aussi s'est renseigné et qui était potentiellement chaud pour reprendre. On a étudié les deux possibilités et on a décidé d'aller à Toulouse. Je sais pas si tu t'en rappelles, j'étais venu faire des essais. Mhm. J'avais fait des essais, un match d'essai, et ça s'était archi bien passé. Et du coup, tout le monde était d'accord pour reprendre à Toulouse. On a choisi Ouais. Toulouse. Et... Ah oui, après la ville rose, entre la ville rose et Metz, Ouais, le choix il est vite le fait, choix est hein. vite fait, mais quand je fais ce choix-là, j'ai 18 ans. Oui, J'ai jamais connu le Sud. oui. J'arrive dans une ville festive et tout. Ouais. Je... J'arrive, je te rencontre toi. On Mhm, avait un groupe, mhm, il y avait des gens de Paris quand mhm, même. mhm. Et ouais, le choix, il a vite été fait. Quand tu vois le soleil et quand tu vois la grisaille de Ouais, Metz, franchement, non, c'est sûr, à Toulouse, on vit bien, on vit t'es pas bien. content, hein. Et ouais, du coup, tu arrives à Toulouse, tu arrives sur la prépa avec les pros, c'est ça? Ouais, première prépa, bah, j'étais avec toi. Oui, Je me rappelle, on était parti à, à Luchon, c'était à c'était à Luchon. Luchon, Ouais, c'était à c'était à Luchon, Luchon. ouais. C'était à Luchon. Je me rappelle, j'ai des souvenirs de Mhm, cette prépa, c'était incroyable. Mais mhm, du coup, ouais, première prépa avec les pros. mhm. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi de côtoyer, ben, je pense, pour la première fois le groupe, le monde pro, À de... part entière. Parce que quand j'étais à Paris, je faisais des petits, T'as fait. je faisais des entraînements. Des fois, les pros avaient besoin de gardiens. Et du coup, je montais, je me rappelle où je faisais des entraînements où il y avait des fantômes. D'accord. J'avais fait quelques séances avec les pros à Paris, mais j'étais pas dans une préparation à part entière avec le groupe pro. Ok. Et là, ouais, c'était vraiment, je fais partie du groupe pro Hmm. durant le temps de la préparation. Et c'était trop bien, c'était une expérience incroyable. Je me rappellerai toujours Franck Tabanou, à l'époque, il avait une frappe de fou. Quel La première frappe qu'il me met, j'essayais de mettre mes mains en opposition et il me tue le poignet. Ah oui, lui, quand Mais il envoyait les passes mondiales en frappe pied gauche, c'était quelque chose, c'était quelque chose. putain. Ouais, c'est un sacré joueur, Franck Tabanou. Abusé. Ouais, du coup, ouais, t'arrives sur la prépa, Alain Casanova, le coach. Là, pour resituer, on est un peu, je crois qu'on est en 2012, on doit être en 2012, 2013, je pense. Et, 2012, ouais. 2012. Donc, ouais, donc t'arrives sur ça. Et du coup, la prépa, comment ça se passe? T'arrives en tant que, il y a combien de gardiens devant toi? Je crois qu'à l'époque, quand j'arrive, il y a Ali Hamada, Qui est numéro un? qui est numéro 1. Il y a Olivier Blondel, Ah, qui est blanc, numéro 2. blanc. Marc Vidal. Et moi, j'arrive, je suis quatrième. Ouais, ok. Mais j'arrive, je suis stagiaire, hein. J'ai signé 2 ans Ouais, stagiaire à ouais, Toulouse. ouais. Du coup, on fait la prépa.
Moi, encore une fois, j'arrive sur la pointe des pieds, j'observe ce qui se passe et j'essaye de bosser, de donner le maximum de moi-même, tu vois. Et je me rappellerai toujours cette prépa. On faisait un jeu un jour et c'est une petite dédicace à mon gars, Dani Mori. Ça, c'est une dédicace. Il a fait quoi celui-là? Dani Mori. Attends, mais c'était Dani Mori ou Toi, t'as fait quoi? je sais plus, le coach, il m'avait mis latéral. Ah, tu te défendais? Non, Florian David, pardon. Dani, excuse-moi. Non, c'est une petite anecdote, mon gars, Flo. Et ouais, il y avait un jeu où il y a une Monsieur David. Ouais. et le coach me met latéral droit. Et je fais une séance. Je t'avais dit que j'étais défenseur avant. Oui. Il n'arrive pas à me passer de toute la séance. Et le coach, il commence à péter les plombs. Oh, Flo! On voit qu'il y a un gardien. T'arrives même pas à le passer. Je sais pas si pourtant, de ça. Non, je me rappelle pas de ça, mais pourtant, Flo, il envoyait les passements de jambes quand même, hein. Tu pourras lui demander, il s'en souviendra. Premier passage, il vient. Boum, stop. Oh. Deuxième passage, stop. Le coach, il pète les plombs. Oh, je te mets un gardien, t'arrives pas à passer. Tu lui demanderas, je te jure, il s'en souvient, c'est sûr et certain. Incroyable. Mais ouais, c'était une bonne prépa. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais on rigolait bien. Et ouais, ça faisait du bien de faire partie à part entière du groupe en prépa. Après, c'était pas simple mes premières années au TEF. Je crois que la première saison, je jouais en 19. Il y avait des hauts et des bas, mais je découvrais. Et la deuxième saison, c'est l'année où ils me mettent un gardien en concurrence. Je sais plus comment il s'appelle. C'est sur 94. Je pense que c'est Damien Grave. Damien Grave. Et je suis en concurrence avec gardien. Ouais, c'était un bon gardien, il avait des qualités. Et je me rappelle que sur la deuxième saison, c'est lui qui joue le début de la Gambardella. Et moi, c'est un moment un petit peu compliqué. Je pense que le fait d'avoir mon indépendance, comme tout jeune, je suis parti découvrir la vie, tu vois. Je sortais, on faisait des trucs en Toulouse. Et Toulouse, c'est une ville où si t'es pas concentré, ça peut aller super vite, tu vois. Faut rester j'avais perdu un petit peu l'objectif de vue. Je me rappelle que à la reprise en décembre, j'étais revenu, j'avais 4 kilos en trop. Moi, faut savoir que je prends beaucoup de poids. Ah, mon gars, sur ça, on a les mêmes problèmes. On est pareil. Mais je sais pas si tu te rappelles si le jour où Casanova, il m'est rentré dedans, j'étais rentré avec 4 kilos en trop. Il m'avait démonté. Et lui, il savait être méchant. Il savait être méchant dans ses paroles et franchement, c'était très dur, mais bon, ça m'avait fait prendre conscience des choses. J'étais allé de l'avant et au final, j'avais joué la fin de la Gambardella. On fait un super parcours. Ouais, justement, moi, je voulais revenir sur ce parcours-là. Vous avez fait, moi, je me rappelle de 2 matchs au Stadium. J'ai joué contre l'OM, je crois, à Saint-Etienne, quelque chose comme ça. Ouais, mais Saint-Etienne, on fait un match de fou. Voilà. C'était une génération où il y avait des Rafiki à l'époque. Ils avaient une équipe de fou. Mais ouais, donc Rafiki Saïd. Non, pas Rafiki. Ah, Rafiki. Ils avaient un joueur. Rafidine Abdullah, je crois. Rafidine Abdullah. Ah, c'était un sacré métérin. Et à l'époque, il jouait, lui. Il jouait en Ligue 1 et tout. Ouais. Non, c'était un sacré métérin comorien. Ouais, un comorien. Mais ouais, donc du coup, faites ce parcours-là. Après, vous perdez contre Sedan en quart, c'est ça? Ouais, on perd contre Sedan, mais Sedan, ils avaient une grosse équipe avec Kader Bomba, que t'as connu, toi, à Toulouse, au centre de formation. Sacré jour. Et cette génération-là de Sedan avait été en finale, je crois, elle avait perdu en finale, mais elle avait battu le PSG, qui avait une très très grosse génération. Mais tu vois, c'est bien parce que tu parles de joueurs comme Kader Bamba. J'ai incité d'autres, hein, Hassan Kamara aussi, des joueurs qui sont partis avant que tu arrives. Tu vois, c'est bien parce que c'est des exemples de mecs qui doivent, tu vois, de résilience. Ils ont pas lâché parce que ces mecs-là, ils ont pas été gardés au TFC, ils devaient être en U17 ou en U19. Et ces gars-là, ils ont pas lâché. Et aujourd'hui, ils font des top carrières. Bon, Kader Bamba, pour moi, c'était un phénomène. C'est juste que, des fois, il y a un contexte qui te convient pas et un autre qui va mieux te convenir. Hassan Kamara, c'est pareil. Là, il fait une carrière, il est Udinese, Nice, Première Ligue, enfin, voilà, top carrière, international ivoirien. Donc, franchement, c'est bien que t'en parles. Ouais, parce que ces mecs-là, moi, je les admire parce que, comme tu dis, je les ai pas connus à Toulouse, mais j'ai entendu parler d'eux et on se voit de vue, on se connaît de vue. Et comme tu dis, des fois, c'est peut-être pas le moment parce que moi, j'ai entendu dire que ce soit Hassan ou Kader, ils avaient des entraîneurs ou des dirigeants quand ils étaient plus jeunes qui leur disaient, tu seras jamais pro. Et au final, Hassan, on lui a dit, ouais, faut que tu arrêtes le foot, tu seras jamais pro. En pleine tête. Alors que, tu imagines comment c'est dur pour un enfant de 17 ans de se construire en entendant des trucs comme ça. Mais le gars, il a pas lâché. Après, à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, les coachs, c'était dur. Ouais, dur. Il y avait pas de pitié, il y avait pas de filtre. Mais c'est formateur. Ça aide. Si t'es fort mentalement,
Ben, tu peux rebondir de Je ça. peux surmonter trop de choses. Voilà. C'est ça, mais c'est ça le process, hein. C'est les étapes, des fois des étapes difficiles, mais qui te permettent de te forger, de t'amener plus haut, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, la preuve, hein, quand j'étais à Paris ou à Toulouse, j'ai une anecdote Mm. que je te dirai juste après. Mais ouais, les entraîneurs ont été durs avec nous, quitte à limite te faire pleurer. Mais Ouais, ouais. après, on réagit pas tous de la même manière. Il y en a Oui. qui, intérieurement, arrivent à garder ça et à évacuer une fois qu'ils sont tout seuls dans leur chambre, au centre ou quoi. Mais ouais, on a subi des paroles très très dures, mais c'est très formateur parce que après, dans la vie, ça te sert. Ça te sert. Bon, on en vient justement, tu parles de pour être très dur. Je vois où tu vas en venir, on sait très bien où tu vas en venir. Parce qu'après, du coup, on arrive sur la réserve pro. On arrive en CFA. Du coup, avec le coach, monsieur Debeuve, monsieur Michael Debeuve. Mm. C'était quoi à cette époque? C'était comment? Le dragon. Le dragon, comme on On le le surnomme. surnommait comme ça parce qu'il était très dur, le coach de Bev. Et ouais, du coup, c'est à la fin de cette saison-là, moi, je signe pro 1 an. Ouais. J'ai la chance de signer mon premier contrat pro à Mm. Toulouse. Où je signe Ah un oui, an, c'est vrai. Oui, c'est après la Gambardella, tu c'est signes à la pro. Gambardella, ouais. Ouais. C'est parce que j'avais signé 2 ans stagiaire. Du coup, je signe 1 an pro. Je suis content de signer pro, mais je sais que le contrat 1 an, c'est le contrat un petit peu à l'abattoir. Piège. On te garde au cas où tu viens à péter, mais aussi on me dit vraiment qu'on n'a pas trop confiance en toi, tu vois. Et ça s'est vu parce que j'étais pas à part entière dans le groupe pro, j'étais pas pro à part entière parce que on changeait dans le vestiaire de la réserve et on allait s'entraîner avec les pros de temps en temps. Mais ouais, en reparlant de Mika Debev, ouais, il était très dur avec nous. Je me rappelle, en CFA déjà, c'était compliqué. Des fois, on perdait des matchs, ils nous obligeaient à nous entraîner en vissé sur des terrains archi durs, archi gelés. On n'avait pas le droit de mettre de pantalon, pas le droit de mettre de collant, c'était short, Frérot. bonnet interdit. Oh, il nous faisait des trucs de fou, Mika. Et un jour, on est parti jouer, je sais pas si tu t'en rappelles, je sais plus où est-ce que c'était. Je sais de quoi tu vas me parler. Tu vas me parler d'Aurillac, mais Ouais, voilà, Aurillac. on jouait à Aurillac. Et là, les frérots, c'est pour vous. Celle-là, elle est pour vous. Ouais, celle-là, franchement, c'est une belle anecdote, celle-là. Et on perd, je sais plus combien on perd. Bref, on fait un match de merde. On rentre, je crois, il doit être minuit. Je pense, ouais, entre minuit et 1 heure, Ouais, je pense. 1 heure, il est très tard, on est Tu fatigué. connais, les gens, ils ont prévu leur programme, C'est les ça. afters, samedi soir. On sait pas ce qui va se passer à Toulouse. On sait pas. Et là, on arrive au centre et le coach, il nous dit, personne rentre chez soi, mettez vos crampons, on va sur le terrain. On se dit, oh. Regarde, On est fatigué. On est fatigué, il nous dit, on va sur le terrain. Il est C'est 9 du matin. C'est ouf. On va sur le terrain. Et moi, tu connais, il me dit, on met nos crampons, les gardiens, mettez vos gants et tout. Je mets gants, kawaii et tout. Et il faisait froid, en plus, tu vois. C'est l'hiver. Maintenant, on va sur le terrain. Il nous dit, vas-y, trottiner autour du terrain. On fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Ça n'arrête pas. Les gens, on court, on continue à courir. Tout le monde l'insulte intérieurement et tout. Tout le monde parle dans sa barre, mais on continue à courir. Après, je crois, il nous arrête. Il nous dit, et vous allez courir combien de temps, là, ça? Et donc, ça vous fait pas chier de courir, là? Et Lionel, toi, t'es avec tes gants, tu transpires. Et moi, quand je fais un effort, quand je cours ou quoi, je transpire direct. J'étais en sueur, j'avais envie de me battre avec le Ah ouais, Tu peux rien dire. Tu peux rien non, dire. tu peux rien dire. C'était, franchement, on en parlait, les gens, ils bougonnaient au fond d'eux. Intérieurement, ça bouillonne. Mais c'était, franchement, ça, toute ma vie, je me rappelle de ce moment-là. Toute ma vie, franchement, c'est des moments humiliants, mais c'est formateur aussi, tu vois. Et Dieu merci, j'ai vécu ce genre de moments parce que je pense que au jour d'aujourd'hui, avec ce que j'ai subi dans le reste de ma carrière, il y a plein de moments où j'aurais craqué, tu vois. Et on l'a bien vu durant notre carrière, on a souvent vu des mecs qui craquaient, qui se battaient avec les coachs ou quoi. Et ça te dessert forcément. Je pense qu'il faut prendre sur soi et essayer de réagir de la meilleure des manières. Ouais, non, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est très important même pour les jeunes, parce que je pense que ce qui s'est passé là avec le coach, je pense que maintenant, ça serait plus possible, hein. Les jeunes, Je pense que c'était la nouvelle c'était génération, notre époque. ouais, c'est notre époque. Maintenant, ça serait pas possible. Mais franchement, comme tu as dit, je pense que c'était formateur et ça nous a permis aussi de grandir et de se développer. Donc Totalement d'accord avec ça. franchement, c'est top. Mais du coup, voilà, cette année-là, ouais, du coup, t'es pro, mais t'es un peu en marge. Tu joues avec la réserve. Voilà, mentalement, peut-être, ça devait être difficile. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé depuis le début.
c'est à ce moment-là, c'est l'importance de la famille. À ce moment-là, quand tu signes ton premier contrat pro, je me dis ta famille, ils doivent être hyper fiers. Donc, voilà, voilà, t'as commencé depuis Torcy, t'arrives au contrat pro. Mais du coup, c'est comment la famille? Vous êtes comment? Ton père, ta mère, t'as ton frère. Je sais que toi, t'as un frère, Ouais, t'as j'ai une un petit frère. sœur. Donc, c'est comment la famille à ce moment-là? Après, à cette période-là, j'étais super jeune, du coup, j'étais un peu insouciant en fait. Hmm. Je calculais pas trop, je faisais mon truc. En fait, quand j'ai commencé le foot, je me suis jamais dit je vais être footballeur professionnel. Ouais, Et ouais, là, ma famille, j'ai toujours été très famille, toujours été proche. Quand je suis arrivé à Toulouse, ils m'ont aidé à m'installer. Et c'est pas là qu'ils ont été le plus important. C'est plus mes potes. En fait, je calculais pas. Hmm. On était tout le temps ensemble, on faisait Hmm. tout le temps des trucs ensemble, tout le temps des trucs chez les uns, chez les autres. Je me 7-7 rappelle, BRFL. ouais, les 7 BRFL, ils descendaient souvent. Mes potes, ils étaient souvent là. Ouais. Du coup, c'était compliqué, mais je le vivais pas pareil. Parce Hmm. que je venais de découvrir la vie tout seul en Hmm. appartement. Je Hmm. faisais des trucs, je sortais. Hmm. Et j'avais pas conscience en fait du truc. Et c'est arrivé à la fin de mon année au Attends, TFC, TFC. au moment où ils arrivent et ils disent bah, on ne prolonge pas ton Franche contrat. pas. C'est là que tu te dis ah ouais, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Ouais. Et vu que j'étais passé par le PSG et par Toulouse, je me suis dit mais ça va être facile. Hmm. Je suis passé par deux clubs professionnels, je vais retrouver facilement. Et c'est là que je me suis trompé. Et c'est là Et qu'ont ouais. commencé les galères. Et ouais, ben justement, Et c'est là que ma famille a été importante. Après, ben ouais, ben là, on en vient justement à l'après-Toulouse. Parce que, comme tu as dit, tu pensais que forcément, t'es un gardien, t'as été pro, tu te dis que peut-être que tu vas rebondir dans un autre club pro, retrouver une autre porte de sortie comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, le monde de gardien, c'est encore plus compliqué que joueur. Parce que s'il y a pas, si les gardiens, ils bougent pas, ben, ils bougent pas. avec une seule place. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu à cette époque? Bah, je sors de Toulouse avec mon agent. On essaie de voir les possibilités et c'est vrai qu'il n'y a rien qui ressort. Parce que j'ai pas joué. En vrai, j'ai joué qu'en réserve quelques matchs et j'ai jamais joué au haut niveau. Du coup, pour trouver un projet professionnel, c'est compliqué, tu Hmm. vois. Du coup, mon agent, il trouve pas. Arrive le début de l'été où il y a le stage UNFP. Je fais le Hmm. stage UNFP. Ça se passe super bien, franchement. L'UNFP, je conseille à tous les jeunes qui sont sans contrat et sans club, qui hésitent à aller à l'UNFP, pardon, Hmm. faut y aller. Faut y aller. Mais Ça t'a aidé. ça m'a aidé à tenir dans les premiers mois mentalement, tu Hmm. vois. Et tu t'entraînes avec un groupe à part entière, même si t'as pas de contrat. Tu t'entraînes tous les jours comme si tu étais dans un groupe pro et tu joues des matchs amicaux pour te montrer, tu vois. Mais sauf qu'à cette époque-là, moi, à l'UNFP, j'étais avec Rémi Rioux, qui était Ouais. à Lens à l'époque. Lance, ouais. Euh, un gardien qui était à Ajaccio, je sais plus son nom, mais c'est un gardien qui avait joué en pro. Et il y avait moi derrière, tu vois. Du coup, quand tu es à l'UNFP, en général, les clubs viennent chercher des joueurs qui ont de l'expérience, surtout Hmm. en termes de gardien de Hmm. but. Si c'est un gardien de but qui n'a pas d'expérience, tu vas pas venir le Hmm. chercher. Du coup, j'ai pas retrouvé de club après l'UNFP et c'était une année galère de fou. Je Hmm. m'entraînais dans mon coin, j'étais rentré chez ma mère à Paris. Et c'est là que ma famille et mes potes ont été super importants. Parce que quand tu t'entraînes tous les jours à haute intensité, à haut niveau, et que tu passes Ah oui. à être chez ta mère, te lever à pas d'heure, te Hmm. coucher à pas d'heure Hmm. et devoir trouver la motivation pour aller faire t'entraîner tout seul, c'est super compliqué, tu vois. Mais j'allais courir avec mes Hmm. potes à 2-3 heures du matin. Hmm. J'avais des vaillants qui venaient avec moi. Euh, Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais Hmm. un coach des gardiens à l'US Torcy, Hmm. Anthony Calami, Hmm. qui était toujours, qui me disait de venir sur des séances de spécifiques. Ah ouais. Ça me faisait un petit peu rester dans le rythme, mais c'était pas mes entraînements que j'avais au Hmm. quotidien. Et j'avais pris du poids Hmm. ces saisons-là, Ouais, forcément. forcément, forcément. Forcément. Et, mais j'ai eu la chance, en mars, d'avoir un coup de fil de Teddy Richard, qui était mon coach des gardiens à À Toulouse, Toulouse. euh, Ouais. de qui je suis très proche et Hmm. qui a été super important pour moi dans ma carrière parce Hmm. il m'a fait progresser énormément, et que ce soit sportivement ou humainement. Humainement. Parce que même avec lui, on s'est clashé, mais Hmm. on se disait les choses, tu vois. Hmm. Et Teddy m'appelle en mars, il me dit ouais, j'ai eu tout le monde au centre de formation à Toulouse, ils sont d'accord pour que tu viennes t'entraîner. Vu que tu n'as pas de club, tu Hmm. galères pour que tu reprennes la forme. Et ça m'a aidé, mais tu peux pas savoir comment. Ouais, forcément. Je suis revenu dans ma ville, je dormais chez mon gars Dani Mori, Hmm. que j'ai cité malgré lui tout à l'heure. Et ouais, ça m'a aidé, je suis revenu en forme et je suis revenu compétitif. Et à la fin de cette période d'entraînement,
au mois de juin, il y a Colomiers qui m'appelle, un club que tu as bien connu, Oui, que oui, tu as joué. oui, bien sûr. Et c'est un club de la région toulousaine où il y a pas mal de mecs qui sont passés par le TEF. Du coup, il Oui. y avait des mecs que je connaissais là-bas. Ouais, il y avait Kevin, il y avait Kevin Rodriguez, Kevin Kevin Leoni, Léoni. Kevin Leoni. Euh, à l'époque, je sais plus d'autres qui avaient du TEF. Mais c'était des mecs qu'on connaissait, tu vois. Et du coup, j'arrive, Teddy me dit qu'il cherche un gardien, j'arrive là-bas et ça se passe archi bien. Franchement, c'est fluide de fou, l'essai se passe super bien, mais sauf qu'à la fin de l'essai, dernier ballon du jeu, je fais une sortie dans les pieds de l'attaquant, et il laisse traîner le pied, tape mon tibia. On Ouah. entend un bruit, de fou. J'ai une douleur que j'ai jamais eue dans ma vie, et je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Je vais faire des examens. Après ça, je pouvais plus marcher, hein. Je vais faire des examens, et à la clinique, là, ils me disent, ouais, t'as rien, c'est un coup, t'as pas de fracture, c'est pas cassé, c'est une contusion. Rentre chez toi, glace et prends du repos, tu vois. Dernier, ça, c'est dernier entraînement. Dernier entraînement, dernière seconde de l'entraînement de l'essai, ça Putain. arrive. Ouais, tu vois, c'est ça. De toute façon, les blessures, ça arrive toujours dans les Ouais, moments. toujours au mauvais moment, Ouais, quand t'es pas bien quand t'es. Ouais, mentalement. ouais, c'est toujours comme ça. Et Putain. ça se passe comme ça, je fais des examens, on me dit que j'ai rien. Je rentre à Paris dans la Mhm. foulée, chez ma mère. Teddy me rappelle, quelques jours après. Ouais, Lio, j'espère que tu vas bien. Il y a Rodez qui m'a appelé, le directeur sportif de Rodez m'a appelé, il cherche un gardien numéro 2. Est-ce que ça t'intéresse? Teddy, ça fait un an que j'ai pas de club, je fonce. Dans ma tête, je m'étais. Parce que pendant l'année au chômage, j'étais même arrivé à un point où des fois je me disais, vas-y, je vais peut-être arrêter le foot. Quand tu vois que tu appelles ton agent toutes les semaines, tu lui dis, oh, c'est comment, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça dure un an, j'avais quel âge? 20 ans à l'époque. Mhm. Je me dis, si je retrouve pas là, je vais arrêter le foot. Comme pas mal de mecs avec qui j'étais en centre de formation ont arrêté, tu vois. C'est ce que j'allais te dire, ces moments-là, les gens, ils ont pas conscience, mais à quel point Ah, c'est dur, frère. Quand tu sors du centre de formation, que tu penses que tu vas faire 200 matchs en Ligue 1 et que tu te retrouves, t'as pas de club. Ton agent, il se fait de plus en plus distant, c'est compliqué. ouais, c'est. Pour garder la foi, c'est dur, hein. C'est dur, frère. Et c'est là que tu dis que la famille est importante et que ma famille était importante. Et comme tu dis, il faut garder la foi. Moi, je suis grave croyant en Dieu et ça m'a aussi aidé. Mais, ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, mais ça valait la peine de s'approcher. Ouais, forcément. Mais c'est ça la résilience, hein. C'est ça la résilience, c'est ça le process de, voilà, il y a des moments où t'es en haut, il y a des moments où t'es en bas. Et du coup, t'arrives à Rodez. Ça se passe comment? Et du coup, j'arrive à Rodez. Enfin, non, j'ai le directeur sportif au téléphone. Ouais, Il me dit qu'il s'est renseigné, que mon profil le le plaît et play. tout, ma personne le plaît. J'ai le coach derrière qui m'explique le fonctionnement, Projet. ici un petit peu le projet. Je suis totalement d'accord. Par contre, le directeur sportif, je lui dis bien, j'ai pris un coup à l'essai à Colomiers, Hum, j'ai fait des examens, on m'a dit que j'avais rien. Et j'arrive à la reprise. Et en plus, j'avais de l'appréhension, tu sais, j'arrive à Rodez, tu c'est connais pas pas. Toulouse, c'est pas Paris, c'est pas un club pro, c'est un club amateur. Oui. Même la ville, en soi, quand j'étais à Toulouse, je voyais Rodez que sur les panneaux, mais on y avait été pour Hum, jouer avec la réserve en ouais, amical, mais ouais. pour moi, c'était les montagnes, il faisait Hum. froid à Rodez. Du coup, Ouais, en fait, excuse-moi de te couper, frérot, hein, mais pour resituer, Rodez, à l'époque, là, on est en Ligue 2, maintenant, mais à l'époque, c'est de la CFA. ouais, CFA à l'époque, N2 maintenant. Ouais. Hum. Ouais, non, donc c'est sûr que ça avait rien à voir. Du coup, j'arrive au niveau amateur. Mais j'avais fait dans ma tête, je m'étais dit, je vais pas jouer pour l'argent, Hum. je vais jouer pour retrouver un club, pour retrouver un groupe et pour retrouver le plaisir de jouer au foot, quoi. Ouais, te relancer. Pour me relancer. Hum. Et quitte à aller plus bas, me relancer. Du coup, j'arrive à Rodez avec de l'appréhension, mais je tombe sur un groupe incroyable. Je connaissais personne dans le groupe, mais ça a accroché direct. Et premier entraînement, le coach il dit un ballon chacun, trottiner. J'arrive pas à trottiner. J'ai trop mal. À chaque fois que je pose l'appui, j'ai mal. Mais je me dis dans ma tête, je le dis pas. Je le dis pas. Pendant une heure et demie d'entraînement. Ouais, à une heure d'entraînement, et je dis rien, je serre les dents. Et à un moment, il dit, vas-y, faites-vous des passes avec des rebonds et tout. Passe, j'ai l'impression que ma jambe, elle va se casser. Et eux, le coach et le préparateur physique, et le préparateur physique, on en rigole au jour Hum, d'aujourd'hui, tu hum. vois. Et il me disait, mais on se regardait avec le coach, mais on se disait, mais on aurait recruté un gardien qui a une jambe plus courte que l'autre ou quoi? Il pétait les planches, je boitais. Mais dans ma tête, moi, j'étais comme un fou. Je me disais, mais c'est un truc de fou, je peux pas le dire. Ouais. Et au bout d'un moment, ça me faisait Ah, trop tu t'es mal. obligé. Et j'ai dit au coach, ouais, coach, je peux pas, j'ai trop mal. Du coup, il m'a dit, ouais, c'est pas grave et tout, sort. Je suis parti faire des examens et là, on a vu qu'il y avait la fracture. Waouh, Du coup, j'arrive à Rodez, fracture du tibia. waouh. T'arrives à Direct. Rodez, N2, N2, fracture du fracture du tibia. tibia.
alors que j'ai connu un an au chômage avant. Avant, j'étais au PSG à Toulouse et là, je me dis, je suis maudit en fait. Mais malgré ça, je te dis, comme on avait un groupe qui était comme ça, je t'ai dit, on faisait, tous les week-ends, on faisait la bringue. Moi, j'étais blessé pendant 6 mois, mais je faisais partie du groupe à part entière, comme Mhm. si j'étais pas blessé. Je Ok. faisais les déplacements avec eux, je conduisais les minibus, je me rappelle à l'époque et tout. Et franchement, on avait un groupe vraiment comme ça. Et bah, ça s'est vu parce que cette saison-là, on survole le championnat de CFA, de N2 du coup. Et on finit premier. Et moi, je reprends au bout de 6 mois en décembre. Et je me régale à l'entraînement, quoi. Je sais qu'il y a un gardien qui est en place. On gagne tout. Le coach, il peut pas me mettre. Mais j'essaie de montrer mes qualités à l'entraînement. Mhm. Et ça a marché parce que l'année suivante, on monte en national. Et le coach souhaite me garder en tant que numéro 2. Il recrute un autre gardien, du coup, Enzo Basilio, C'est Basilio. qui est aujourd'hui à Guingamp. Guingamp, ouais. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que mon aventure à Rodez se poursuit, Ouais. avec pas mal de gardiens qui viennent, une position de numéro 2 pendant super longtemps, parce que Enzo, du coup, fait une saison et s'en va. À la fin de cette saison, je pense qu'on va me mettre, et comme par hasard, le dernier match de la saison, le coach me met et je me pète le doigt à l'échauffement. Mais franchement, c'était vraiment des années où mentalement, il fallait être fort, tu vois. Ah, putain. Parce que je revenais sur le terrain, il y avait toujours un truc qui te remettait la tête sous l'eau, tu vois. Et je pense que c'est l'histoire de ma vie. Mais ouais, dernier match de la saison, je joue, et c'est Enzo en plus qui frappe, il me met une espèce de flottante, je veux la prendre comme ça la balle, je prends le ballon sur le doigt, mon doigt il reste bloqué comme ça. Wow. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, il y a un problème. Mais avec l'adrénaline, en fait, je sens pas. Je me dis, c'est un nerf qui a dû péter, Mhm. parce que je remets mon doigt comme ça, il se remet comme ça tout seul. Oh. J'appelle les kinés, le doc, je lui dis, mais il y a un problème là. Mhm. Il me dit, ouais, je comprends pas, il commence à paniquer et tout. Mhm. Et je leur dis, bah vas-y, strappez-moi le doigt, je vais jouer, faut que je joue, c'est mon seul match de la saison, faut que je joue. Pendant tout le match, mon doigt, il faisait ça. Il faisait ça. Et je le remettais. Et c'était un match où c'était anecdotique, tu vois, on perd 1-0, et à la fin du match, je me fais opérer du doigt. Et là, le coach me dit, je comptais te mettre l'année prochaine, et vu que tu t'es blessé, il faut que je recrute quelqu'un. Et c'est là qu'il recrute Arthur Desmas, Mhm. qui est Ah. aujourd'hui au Havre. Donc encore une désillusion. Parce que là, Ouais, on va rétro-pédaler quand même. Parce que moi, tout ce que tu dis là, là, t'en vois plein de trucs. Là, c'est vraiment, non, là, c'est vraiment intéressant parce que là, je découvre des choses que je connaissais pas par rapport à ton parcours. Donc, moi, je voulais revenir là-dessus parce que tu t'imagines quand même que le gars, il signe pro. Maintenant, un an. Donc, il pense peut-être espérer jouer en pro. Ça marche pas. Il connaît un an de galère, chômage. Il est courir à 2 heures, 3 heures du matin. Frérot, je sais ce que c'est dur. Non, c'est dur. Tout ça. Repartir s'entraîner à Toulouse. Tu viens à Colomiers. Un essai, boum, blessure. Tu forces, tu signes à Rodez. Blessure, 6 mois. Et le gars, tu pourrais dire non, je vais arrêter. Non, toi, tu vas avec l'équipe quand même. Tu fais les déplacements, tu fais la vie avec l'équipe. Tu vois, là, il faut une humilité. Là, c'est bon pour les jeunes. Il faut écouter ce discours parce que c'est très fort. Hein. Il aurait pu dire non, j'arrête. Non, attends, moi, je suis Lionel Messi, je suis un professionnel. Non, t'as réussi tu vois, t'as accepté ta difficulté, t'as continué à te battre. Et voilà, pour devenir ce que t'es. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est un exemple de résilience. C'est exceptionnel. Tu t'en rends pas compte, mais c'est fort. Hein. ouais, je m'en rends pas forcément compte, mais je sais par où je suis passé. Et c'est pour ça que dans les moments difficiles, en fait, je me rappelle d'où je viens, tu vois. J'ai aussi des valeurs, j'ai été élevé d'une certaine manière. Mm, Et je sais que pour ma mère, pour mes parents, ça n'a jamais été facile. mm, Ils ont galéré. ouais, Et je pense que c'est pour ça que j'ai cette résilience-là mm. et j'oublie pas d'où je viens. Ouais, non, franchement, c'est respect pour ça, frérot. C'est vraiment beau, en tout cas. Et du coup, là, on arrive, du coup, l'année où, comme j'ai dit, il recrute Arthur Desmas. Du coup, c'est quoi la suite après? En vrai, Arthur, la première saison, il fait son taf. Et franchement, Arthur, c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup en tant que com et en Mm, tant que gardien, parce que mm, c'est un mec, il est super humble. Il est super humble et il a un peu la même histoire que moi parce mm, que avant d'arriver à Rodez, il jouait pas, il était numéro 2 mm. et il a fait le bon choix de venir à Rodez et depuis sa carrière, il a goûté à la Ligue 1 et franchement, je suis super fier de lui. Ouais, il est ouvert, là, Ouais, maintenant. il est au Havre. Après, là, c'est un petit peu compliqué Mm, parce qu'il est toujours remis en cause en mm. fait. Parce qu'il est parti à Clermont, il a été remis en cause. Et il y a Arthur. Et Arthur, franchement, il n'y a rien à dire. Il fait son taf et Mm, tu peux rien dire. Tu fais la première saison en mm, nationale, tu montes en Ligue 2. Tu fais la saison record.
En Ligue 2, tu te maintiens et il fait des prouesses. Moi, je suis là en tant que numéro 2. Je peux rien dire. Et c'est plus simple à accepter un poste de numéro 2 quand ton équipe gagne, que tu prends de l'argent, que tu as des sourires, que quand ton équipe perd et que tu comprends pas pourquoi tu es numéro 2, tu vois. Oui, forcément. Et du coup, Arthur fait la deuxième saison en Ligue 2, la première saison en Ligue 2 où on se maintient. Il s'en va, il signe à Clermont. Je me dis, bah vas-y, ça va être mon moment. Et là, encore une fois, il ramène quelqu'un. Ah, Théo. Je me dis, là, je suis pas loin de craquer. Théo Guivarch. Ouais, Théo Guivarch. Qui venait à l'époque de, je sais plus. Mais Théo, vrai gardien, vrai profil. On l'avait joué 2 ans avant. Il était prêté en national. Et le mec, c'était Neuer. Génération 94, lui aussi. Théo, Plus jeune, non? plus jeune. 95, je crois. Mais c'était Neuer. Et je me dis, bon, vas-y, en vrai, j'aurais jamais ma chance ici. Mais il y a cette part de moi qui me dit, vas-y, tu t'es toujours battu, tu sais d'où tu viens, tu as connu 1 an au chômage. Fais pas n'importe quoi. Dis pas que tu veux partir alors que t'as rien à côté et tu sais pas où tu vas être l'année prochaine. Tu vois. C'est ça qui est dur. Du coup, je suis resté, je me suis battu et Théo est arrivé, a été présenté en tant que numéro 1. Il a commencé la saison et ça s'est mal passé. Et du coup, le coach décide de changer juste avant la trêve, juste avant Noël, le match contre Le Havre. Et c'est là que mon aventure au Rodez Aveyron en tant que gardien titulaire, numéro 1, commence. Parce qu'on fait un match nul au Havre, on arrive à stopper la série. Et derrière ça, on fait une fin de saison incroyable. On arrive à battre des équipes comme à l'époque Toulouse, Clermont. Et l'année suivante, c'est là que je suis enfin intronisé comme gardien numéro 1 au Rodez Aveyron Football, tu vois, après 4 ou 5 ans au club. Ça a été long, mais je pense que c'est encore plus... T'apprécies plus encore quand t'as galéré. Si j'avais été gardien numéro 1 direct et ce serait passé autrement, c'est comme ça que ça devait se passer. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et il faut juste croire en soi et s'accrocher. Ouais, non, c'était ton process. C'est ton process, tout simplement. Du coup, ouais, là, tu goûtes enfin à la place de numéro 1. Je suppose que, ouais, dans ta tête, t'étais prêt. T'étais prêt pour ces moments-là. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe après la suite de la saison, la fin de saison, c'est comment? Ben, cette saison-là, on se maintient sur la fin, mais on se maintient bien. On fait une deuxième partie de saison incroyable. Du coup, ils me disent numéro 1 la saison d'après. La saison d'après, j'arrive en tant que numéro 1. Première fois. Première fois. Mais les 6 premiers mois où j'ai commencé à jouer, c'est facile. On te met là, t'as rien à penser, tu prends du plaisir. Et dans tous les cas, de toute façon, le coach, quand il me met, il me dit c'est pas définitif. La hiérarchie, elle est pas bouleversée. On met Lionel, on voit ce que ça donne, mais t'es pas numéro 1. Du coup, t'as pas grand-chose à penser. Sauf que la deuxième saison, en tant que numéro 1, les gens, ils t'attendent. Si t'as fait 6 mois, t'étais bon, mais là, il faut refaire. Oui, il faut confirmer. Il faut confirmer. Et c'est vrai que le début de championnat est compliqué, mais c'est quand même une saison où on fait 15 clean sheets. Waouh. Et pour une équipe comme Rodez, c'est pas mal, tu vois. Forcément. Mais on fait une série de 18 matchs sans victoire. Ah. Ça veut dire qu'on marquait pas beaucoup de buts, mais on n'en prenait pas beaucoup non plus. Et quand c'est comme ça, bah, faut trouver des coupables. Et souvent, les gardiens, ils sont souvent pointés du doigt. Du coup, à la fin de cette saison, on se maintient, je crois, à la dernière journée. Ouais. Je crois que c'est la saison. C'est la saison où Toulouse, la montée de Toulouse. C'est la saison de la montée de Toulouse. Ouais, je me rappelle. À 3 matchs de la fin, non, à 4 matchs de la fin, on joue contre Nîmes à l'extérieur. On perd 2-0 à la mi-temps. Le président, il nous met un savon incroyable. On arrive à revenir à 2-2. Et à la fin du match, je reçois le ballon. Je fais un contrôle. Je veux dégager. Je glisse. Et le ballon, il tombe, comme par hasard, en fait, il tombe sur la poitrine du mec à l'entrée de la surface. Il met un lob parfait. On perd 3-2. Je pense que c'est l'un des moments dans ma carrière de footballeur. Tu sais, quand on te dit, t'as envie de te mettre sous terre et te cacher. Ah, c'était un moment trop, trop dur. Et je me disais, j'ai fait descendre mon club, en fait. Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est vrai que je voulais pas l'aborder, mais là, j'y pense, là, comme ça, que tu me dis, ça fait quoi, en fait, quand t'es gardien de faire une boulette? Qu'est-ce que tu ressens? Tu te dis quoi? C'est dur, tu vois. Nous, on est joueurs, des fois, on va perdre un ballon, on va rater une passe, tu vois, on va se dire, bon, c'est relou, mais la prochaine, tu vois. Alors que gardien, des fois, tu fais un match de fou, une erreur, but. Tu ressens quoi? Bah, c'est ça, l'ingratitude du poste, un petit peu. Tu ressens beaucoup de solitude. Tu as l'impression d'être tout seul. C'est sur le terrain, tu as l'impression d'être tout seul et que tout le monde te regarde. Tout le stade te regarde. Tous tes coéquipiers te regardent.
Et après, ça arrive, hein, tout le Mm. monde a le droit Mm. de faire des erreurs. Et dans tous les métiers du monde, tout le monde fait des erreurs Mm. et l'erreur est humaine. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer d'aller de l'avant rapidement parce que sinon, ça peut te tuer un match. Mais c'est pas une sensation agréable. Ouais, j'imagine. Putain. C'est pas une sensation agréable. Mm. Et du coup, cette saison-là, je fais l'erreur à Nîmes. Il nous reste 3 matchs derrière. Le TFC qui est champion et qui doit jouer le titre chez nous. Bastia chez eux. Et Caen chez nous à la maison. Et je me rappelle, on reçoit le TFC un lundi soir, beIN Sport, prime Mm. time et tout. Et on fait un match de fou. Après, Mm. on a de la chance, hein. Je Mm. me rappelle, il y a une action, à un moment, le mec, il touche le poteau, il a ça du poteau. Mm. Et il remet une tête. Moi, je suis à bout portant, je mets les mains en opposition. On marque sur penalty, on gagne 1-0. On va à Bastia, on gagne 2-0, je crois. Mais un hold-up incroyable. Et on met la clim au stade. Et, euh, et on joue contre Caen et pareil, on gagne 2 ou 3-0. Mais on finit par 3 matchs, 3 clean sheets. Et du coup, je me dis, en vrai, dans la vie, il y a pas de hasard. Si les choses, elles doivent arriver, elles arrivent. J'ai fait une boulette, derrière, on fait 3 matchs, 3 clean sheets, et on se maintient, tu vois. Non, c'est fort. Et Je me rappelle très bien en plus cette fin de saison, hein, ouais. parce que c'était, Il y avait ton frère. ouais, il y avait mon frère Il y avait ton petit frère qui était débute, rentré dans le match. qui débutait, en fait, c'était ses premiers moments un peu en pro à Toulouse, donc il était rentré dans ce match-là, il a une occasion une tête, il rate là-bas, je dis oh. Ah. Et je me rappelle lui avoir dit, maman dit, tu peux pas marquer là. En plus, ce match-là, j'étais partagé parce que je me disais, j'ai envie qu'il rentre, qu'il marque, mais d'un côté, vous jouez le maintien, j'ai envie que vous me maintenez. Donc, forcément, j'étais. Mais non, je me rappelle très bien ouais, de votre série à la fin là pour vous maintenir. Non, c'est fort, hein, c'était bon moment. Ouais, c'était incroyable. Et en vrai, depuis que je suis au club, j'ai jamais eu une saison où il se passait rien du tout, tu vois. Et du coup, à la fin de cette saison, vu comment ça s'est passé et la série de 18 matchs sans victoire, le club décide de recruter Sébastien Cibois, qui est formé aussi au PSG. D'accord. Moi, je l'ai croisé quand j'étais au centre de formation, mais lui, il était plus jeune. Et ils le font venir et ils lui disent ouais, Seb sera numéro 1. Et je me dis, c'est encore un recommencement, tu vois. Mais bon, je me dis, vas-y, c'est pas grave, je m'accroche, je travaille. Et je me rappelle que cette année-là, je voulais partir parce que j'en avais un petit peu marre. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux pas dire que tu veux partir si t'as rien à côté, tu vois. Et partir, C'est ça. pourquoi? C'est ça. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, moi, je connais mes qualités. J'ai vu que je pouvais jouer en Ligue 2, que j'avais le niveau pour pouvoir jouer en Ligue 2. Ça, c'est la saison dernière. Hein, on parle de La la saison saison, dernière. ouais, c'est la saison dernière. Et là, c'est pas la saison qui vient de passer, la saison d'avant. Ouais. Et Seb arrive, fait les 6 premiers matchs, je crois. Ça se passe vraiment mal, c'est catastrophique. On fait un début de championnat catastrophique. Et à partir de la 7e journée, je crois, le coach il met. Et on fait une saison incroyable. Je fais, je pense, l'une de mes meilleures saisons. Et c'est l'année où on se maintient sur le dernier match à Bordeaux. À Bordeaux. Il y a le supporter qui rentre là. Ça, c'était. C'est pour ça que je te dis, en vrai, à Rodez, j'ai jamais eu une saison normale qui se finit normalement, où il se passe des platoniques, où t'es 10e, où il se passe rien dans la C'est soit vous jouez le haut, soit la plupart du temps le bas. Ouais. Après, vous êtes préparé à ça. Quand vous commencez la saison, je pense que vous vous dites, on va jouer le maintien cette année. Parce que forcément, vous avez l'un des plus petits budgets de Ligue 2. Au niveau des infrastructures, ça se développe, mais c'est pas au niveau je pense, de clubs, voilà, des clubs qui jouent le haut de tableau. Donc vous êtes mentalisé pour ça, mais ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile de jouer ce maintien-là, de se dire que ça va être dur cette année. Ouais, c'est pas facile, mais comme tu dis, on a l'un des plus petits budgets Ligue 2. Comparé aux autres clubs de Ligue 2, on est un club avec un fonctionnement amateur encore, limite, tu vois. On progresse, comme tu dis, d'année en année, mais quand tu compares aux autres clubs, on se bat pas avec les mêmes armes. Même si franchement, ouais, c'est bien ce qu'on fait avec les moyens qu'on a, tu vois. Ça fait 5-6 ans où on est en Ligue 2 d'affilée, mais on est préparé à ça. On sait que ça va être dur tous les ans. Après, il y a eu l'année dernière, l'année exceptionnelle, on finit 4e. Mais de base, on sait on se bat d'abord pour se maintenir. Et après, si on peut mieux faire, on fera mieux. Parler du coup de ce match à Bordeaux, il faut revenir là-dessus, parce que il s'est passé trop de choses dans ce match-là. Ouais, c'était incroyable. Franchement, je pense que c'était l'une des premières fois où en France, je jouais devant un stade de 40 000 personnes plein. Et le stade du Matmut, c'est un stade de fou. Ça veut dire, on arrive dans le stade déjà, les supporters, ils sifflent. Et là, tu te dis, là, ça va être un vrai soir. Parce que pour resituer, vous devez gagner pour vous maintenir. Et eux, ils doivent gagner combien? 5-0, je crois? Je crois qu'ils doivent nous taper 6-0 pour pouvoir monter. Donc, c'était Du coup, c'est un match en jeu de fou. Et on commence le match. Et nous, on a un dispositif, je me rappelle, on vient pour bétonner vraiment. On joue en 5-4-1
avec 2 pistons côté droit. Mais on prend une foudre pendant 10-15 minutes. La foudre, des Je me assauts. rappelle, Ils se défendaient à 2 derrière et sinon tout le reste, ils attaquaient. Moi, le match, je le vivais trop bien. C'était trop bien. L'ambiance, elle était trop bien. J'étais sursollicité et j'étais chaud dans le match, tu vois. Et on subit. On a une occasion, on rate. Mais je me dis, si on continue comme ça, on va les tuer. Ils sont pas prêts par ce qu'on va leur faire parce qu'ils défendent à 2. Nous, on est une équipe de transition. Certes, on va souffrir, mais si on sort les ballons, ils sont morts. Et c'est ce qui se passe. On part en transition, on marque. Et là, je vois mon joueur qui célèbre. Mais après, moi, je vois pas ce qui se passe parce que je suis loin. Moi, je suis là, je vais vers le mur et tout. Après, je vois le jeu, il s'arrête et tout. Ça siffle. Je vois un regroupement. Je demande au mec du banc de Bordeaux ce qui s'est passé et tout. Et c'est là qu'on apprend que notre joueur, Lucas Boadès, s'est fait agresser en quelque sorte par un supporter qui est rentré sur le terrain, qui a attrapé par la gorge. Mais c'était lunaire. Parce qu'on rentre dans le vestiaire, on est sur nos téléphones, on sait pas ce qui se passe en fait. Et on attend les infos et finalement le match il est arrêté. On a match gagné sur tapis vert. Et je me rappelle qu'après le match, nous on était en vacances, c'était la fin du championnat. Du coup, moi ma famille était venue au match. J'avais prévu de rentrer à Paris, je prends ma voiture, je rentre à Paris en vacances. Et j'ai Vital Nsimba qui est à Bordeaux qui me dit ah mais frérot, qu'est-ce que tu fais et tout, tu rentres à Paris, t'es en vacances. Et eux ils étaient déter pour rejouer le match, tu vois. Et je dis on va pas rejouer le match frérot. Nous, on a fait le taf sur le terrain, on a marqué. On est en vacances. Ne nous parlez plus de... Et eux, on s'est rejoué encore, tu vois. Et du coup, c'était un petit peu drôle. Et au final, on a réussi à rester en Ligue 2, à être maintenu après ce match-là. Mais c'était... Ouais, c'est des scénarios de fou. Ouais, j'imagine. Franchement, c'était... En tout cas, à vivre, c'était... Non, c'était ouf. Hein, ouais, c'était ouf. Vivre, franchement, pour le croire, faut le vivre. Et du coup, t'as commencé à en parler, du coup, l'année dernière. Une saison de fou. Une saison de fou, vous faites le barrage d'accession à la Ligue 1. Explique-nous un peu, c'était quoi cette année-là? Comment ça se fait comment ça a cliqué comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, moi, cette saison-là, j'ai fait que la première partie de saison parce que je suis parti à la CAN. Oui, on va revenir là-dessus. Et après, je me suis blessé, je suis rentré, j'étais blessé de la CAN. Mais cette saison-là, on avait un groupe de fous, on avait un groupe qui arrive à maturité parce que généralement, les gars signent 3 ans dans un club. Et comme je t'ai dit juste avant, les saisons d'avant, on s'est maintenu ric-rac à chaque fois avec ce même groupe. Mais là, c'était un groupe qui arrive à maturité. On avait des Serge Philippe Royao qui est parti à Vienne, Bradley Danger qui était notre capitaine qui est parti au Red Star, Lorenzo Rajo. Et tout ça, c'est des mecs qui avaient engrangé de l'expérience en Ligue 2 et qui étaient des cadres. Et avec ça, on a des jeunes qui sont montés, comme Kylian Corredor, Andreas Tonji qui est venu nous aider en prêt. Et on avait une équipe homogène. Il y avait un gars que j'aimais bien, moi. Qui ça? Giovanni Hag. Ouais, Joe, pareil. Joe, il était à Nancy et là, il s'est vraiment révélé. On avait une équipe vraiment construite parfaitement. Et c'est là que tu vois que les dirigeants bossent bien quand même parce que ça fait longtemps qu'on est en Ligue 2 et qu'on perdure à ce niveau-là. Et ouais, première partie de saison, déjà, on se régale. On vit des matchs avec des scénarios de fou. Je me rappelle d'un match où on gagne 2-0 contre Caen. On se fait rattraper 3-2 juste avant la mi-temps. On rentre dans le vestiaire, on se fait dézinguer. Et au final, on gagne 5-3. Mais c'est un match de dingue. Et première partie de saison, je crois, on est 8e. On fait quelques erreurs, on perd quelques matchs où on ne doit pas perdre. Et moi, je vais à la CAN. Et quand je reviens de la CAN, les mecs, ils font un parcours incroyable. On va jusqu'au play-off. Ce match, jusqu'au barrage? Non, jusqu'au play-off. Jusqu'au play-off, ouais. Et ça, on perd contre Saint-Denis pour la place de barrage. Mais ouais, c'était une saison riche en émotions. Ouais, que des émotions. Là, cette séance de tir au but folle contre le PFC. Mais tu vois, cette séance de tir au but, ça m'a rappelé ce que j'ai vu hier. Dunkerque. C'était pareil. C'était pareil. Même gardien. C'était Ewen dans les buts. Donc, ouais, c'était un peu pareil. Donc, non, franchement, à mon avis, t'as dû vivre même si t'étais pas sur le terrain. Mais cette saison, pareil, je l'ai vécu comme la première saison où j'étais blessé. Voilà. J'étais à part entière avec le groupe. Je me rappelle les déplacements à Saint-Étienne, je les faisais. Le coach, il me demandait de faire des discours dans le vestiaire avant le match. Du coup, je me sentais important quand même dans le groupe, tu vois. Et je vivais le truc avec eux, même si j'aurais préféré être sur le terrain qu'en dehors du terrain. Mais ça, pour moi, c'est fort parce que ça décrit ta mentalité, tu vois. Parce que t'es pas égocentré, tu penses pas qu'à toi. Je te dis, voilà, même si, bon, moi j'ai envie de jouer, voilà, là je suis blessé, tu pourrais aller dire, moi je suis pas impliqué. Non, toi t'étais quand même impliqué, t'étais à part entière un leader de ce groupe-là, quoi.
c'est ma façon d'être. Hmm. Comme je t'ai dit, j'ai été élevé avec des valeurs et avec Toulouse, tu m'as connu, j'étais Ouais, comme ça, j'étais un mec, oui. j'étais un leader Ouais, naturel. naturel, Il ouais. n'avait pas besoin du brassard pour être un leader, tu vois, dans Bien un sûr. groupe ou quoi. Et ouais, je jouais pas un rôle et c'était moi-même. Cette année-là, hein, une année riche aussi en rebondissements. Vous avez fait vous avez un début de saison poussif. Et je me rappelle, on s'était croisés. Je t'avais dit, ah, cette année, Rodez, ça va être difficile. Puis, vous avez fait une série de fous. 9 matchs sans défaite. Ouais, une série de fous, 9 matchs sans défaite. Mais du coup, voilà, moi, j'avais une petite surprise pour toi. J'ai quelqu'un qui a voulu quand même te lâcher un petit message. Ouais. Et je vais te sortir ça. Il y a une petite question pour toi. C'est une question piège ou Il n'y a pas? pas de piège, frérot, t'inquiète. Il n'y a pas de piège. Tiens, tu verras. Hein. Tiens, frérot. C'est pour toi. Oh! Ali, L'ancien. je sais de quoi il va me parler. Salut yo, écoute, j'espère que tu vas bien. Bon, petite question. Tout d'abord, félicitations pour ton but. Je vois que tu suis la trace de tes aînés. Euh, Question, parce qu'on a toujours un peu chacun son ressenti qui est peut-être parfois différent. Sur l'action où tu montes, est-ce que tu t'es déjà projeté en train de marquer ou pas du tout? Et pour toi, quelle est la sensation faire un arrêt ou un gros match ou marquer un but? C'est quoi la sensation la plus intense que tu as vécue à travers peut-être un gros match que tu as fait ou marquer un but? Dis-moi ce que toi tu ressens et ce que tu as ressenti à travers ce but-là. Ali, Non, Amada. Ali, c'est quelqu'un, hein. Le grand Parce que, frère, putain. bon, pour resituer, hein, Ali, c'est ancien gardien du TFC, qui a marqué un but en Ligue 1 contre Rennes à l'époque. Le dernier buteur en activité en Ligue 1. Voilà, Gardien. voilà. Ben, tu vois, je ne savais pas, tu m'apprends quelque chose. Donc, ben, merci à toi, frérot, hein, pour la petite vidéo. Merci, Mais Ali. du coup, vas-y, hein, on attend ta réponse. Ben, déjà, c'est ouf que ce soit Ali qui me fasse ce petit message parce que pour la petite histoire, déjà le but qu'il a marqué au stadium, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on était présents, on était ensemble. Et on a vécu ça de fou, comme si on avait marqué. Mhm. On était comme des fous. Et Ali, je l'ai vu, je pense, un mois avant que je marque le but. Mhm. On était parti en sélection en Tanzanie et lui, il joue en Tanzanie en ce moment. Et on a parlé un petit peu de nos souvenirs quand il avait marqué. Et comme par hasard, j'ai marqué un mois après. Mhm. Et c'est une sensation mais indescriptible. Ouais. Et quand je te dis que cette année, elle a été riche en émotions parce que j'ai marqué en sélection et là avec mon club, mais jamais dans ma vie, je me serais imaginé marquer un but comme ça. Tu vois. Ça, c'est les trucs dont quand tu es gardien de but, tu rêves quand tu dors. Ouais. La nuit, tu te dis, mais ça peut pas m'arriver à moi. Tu le vois à la télé et tout, mais ça m'arrive pas à moi. Et c'est vrai que ce jour-là, contre Lorient, en plus, c'est contre Lorient, Lorient. l'une des meilleures équipes du championnat. Ouais, ouais. Tu prends un tournis tout le match, tu perds 3-1 jusqu'à la 85e. On arrive à revenir à 3-2 à la 89e, je crois. Et il arrive ce dernier corner. Et je suis déjà monté sur des corners. Ça veut dire que je monte sur le corner et je me dis, je vais jamais toucher la balle. Je vais retourner en courant dans mon but, tu vois. Et nous, on travaille pas mal les coups de pied arrêtés et on a l'habitude de libérer le point de pénalty. Ça veut dire, moi, j'arrive dans la surface vers le point de pénalty. Et je regarde mon défenseur, il est derrière moi, il me dit, ouais, Lyon, sort de la zone et tout. Je lui dis, mais t'inquiète, moi, de toute façon, moi, je vais aller au premier. Ouais, de toute façon, moi, je suis là, Moi, je suis là, et je sais même pas ce que je fais dans la surface, je vais pas toucher la balle, tu vois. Du coup, non, franchement, jamais je me serais dit de toucher le ballon. Et là, je vois le ballon partir. On a un très bon tireur de coup de pied arrêté. Et je sais qu'il va tirer dans la première zone ou au point de pénalty. Du coup, je m'élance, je vois qu'il y a personne sur moi. Là, je vois le ballon partir, je vois qu'il y a un groupe de joueurs devant moi. Et je vois que le ballon, il va passer au-dessus d'eux. Je me dis, mais non, mais le ballon, il va quand même pas venir sur moi, tu vois. Et là, je me dis même pas, je vais marquer, ça passe super vite, je saute. Et j'entends, wow! Et là, c'est l'explosion de joie. Franchement, c'était indescriptible. J'ai jamais ressenti ça dans ma vie de footballeur, une joie comme ça. Et je m'en rappelle, dès que je mets la tête, en fait, je trébuche et je tombe par terre, je fais une espèce de roulade. Et je me relève et je vois les petits qui courent, les mecs de mon équipe. Mais je dis les petits parce qu'ils sont beaucoup plus forts que moi et je les prends comme mes petits frères et contents, comme si eux avaient marqué, tu vois. Et ils disent, wow, c'est un fou, il a marqué. Et ils courent à côté de moi, on court. Et moi, dans ma tête, je sais même pas quoi faire. Juste, je cours et je me dis, je vais glisser sur les deux contre le corner, tu vois.
Parce que en fait, j'ai toujours vu les mecs faire ça à la télé, Ouais. mais je me suis dit, moi, je peux pas le faire. Ouais. J'ai des problèmes au genou. Je suis opéré du genou, je peux pas glisser sur le genou. Et j'ai fait la célébration magnifique, j'ai glissé. Et Non, franchement, c'était un moment de fou. Un c'était moment de incroyable. fou. Et franchement, quand t'es monté, je me suis dit, non, il va pas le faire quand même. Ouais, Et si tu l'as fait. Et les gens, mais je sais pas si tu te rappelles, on a un groupe là sur Ouais. Snap. Dany, il a filmé en direct. Mm. Il disait, tu vas le faire, Léo. Tu vas le faire. C'est vrai. Et C'est je vrai. marque, il est là, et tu fais, il est là. C'est une Les gens, ils ont dinguerie. pété les plombs. Non, mais Les vrais. gardien qui marque un but, ça c'est tu vois, c'est le truc qu'on voit jamais. On voit jamais, on voit tout le temps les goals qui montent, mais ça arrive en tout cas très rarement. Très, très rarement. Donc franchement, ouais, franchement, c'était ouf. Et Incroyable. bah, de toute façon, quand j'ai vu ça, ben moi j'ai pensé à Ali direct, hein. Moi ça m'a fait penser à ça à l'époque. Donc franchement, c'est ouf. C'est notre destinée, en vrai. Ali, je sais qu'il a un parcours un peu comme le mien, où ça n'a pas été simple. Il a toujours dû aller chercher Oui. les choses, il a toujours dû se battre. Et je me rappelle que son but de la tête, il met une tête plongeante en arrière. Un but, tu vois jamais ça. Ouais. Et c'était son histoire, tu vois. Et je pense que là aussi, c'était mon histoire. Et Non, mais, merci, ça s'est passé. non, mais c'est que comme t'en parles, vous avez des similitudes parce que lui, comme je sais, quand il arrivait à Toulouse, il était pas, de base, il était pas attendu pour faire la carrière qu'il a fait, hein, pour jouer numéro un. Il y avait je pense que Marc Vidal, il était Il avait devant plus de lui. qualité intrinsèque que lui, Même ouais. derrière, il y avait Anthony Loustalo qui était top gardien aussi, tu vois, qui était fort, qui aurait pu, mais lui, il a toujours cru en lui. Et surtout, ce qui est fort, ce que je trouve là où vous vous ressemblez, c'est que quand on vous donne l'opportunité, vous la saisissez. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est que quand t'es gardien, je pense, t'as pas 10 000 opportunités. Si quand on te met, t'es nul, c'est fini pour toi. Et après, c'est l'histoire du foot aussi, un petit peu. Hein. Oui, de toute façon, c'est Dis, comme le ça. train, faut pas le rater. Et quand on te donne l'opportunité de pouvoir montrer tes qualités, faut être là. Ouais, en tout cas, franchement, félicitations pour ça, parce que c'était un moment, en Merci tout cas, à toi. tu nous as fait rêver, hein. Tu nous as vraiment fait rêver. J'espère qu'on revivra des moments comme ça. Voilà. Et après, du coup, on arrive sur la suite de la saison. Là, c'était une période où c'était un peu la fast life pour Rodez, hein. Vous enchaîniez les bons résultats jusqu'à la trêve. Et là, on arrive un peu sur le début de l'année 2025 où c'est compliqué. Vous avez des résultats un peu compliqués. Comment t'expliques un peu cette période difficile? Ouais, mois de janvier est compliqué. On a toujours eu un moment de creux et j'ai toujours l'habitude de dire que ce championnat, c'est un championnat de série. Et du coup, on est dans un moment un peu plus compliqué où on perd pas mal. Ce début d'année, on avait bien fini l'année avec une série de matchs sans défaite. Et là, forcément, on est descendu au classement. Du coup, on est dans un moment un petit peu plus compliqué, mais on Mm. s'accroche. Ouais, bah, du coup, non, mais c'est sûr, on va pas se mentir, on s'est vu le week-end dernier, là, à À Grenoble, ouais. Grenoble. Vous avez perdu un match où en première mi-temps, je trouve que vous maîtrisiez, puis après, il y a des événements, c'est compliqué, vous prenez 2 buts, de top buts, enfin, c'est compliqué. Et là, on arrive là, la fin du mercato, ils recrutent un nouveau gardien que tu connais, que tu as Ouais. connu en formation au PSG. Avec qui j'étais au centre au PSG, ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ça doit pas être facile, Bah, on va dire que l'histoire se répète encore une fois. encore une fois. Encore Remis une en fois. question. Et quand tu as un compétiteur, forcément, ça te pique. Parce que, en vrai, comme je t'ai dit, on a vécu un mois de janvier compliqué. Moi, sur le premier match de janvier contre le Red Star, il y a une boulette. Enfin, je donne le ballon et il y a but direct derrière. Et moi, j'ai l'impression, et j'ai toujours eu cette impression que, enfin, pas toujours, mais surtout ces dernières saisons, quand j'ai été remis en cause, que j'avais pas le droit à l'erreur. Et c'est un fait, je sais, c'est comme ça. Moi, je fais partie de ces mecs qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et je sais que quand je fais une erreur, on peut potentiellement appuyer sur un bouton et recruter quelqu'un derrière, tu vois. Et l'année dernière, c'est vrai qu'on a eu le passage d'Ewen qui a fait un super passage, Ewen Jawen, qui a fait la séance de tir au but contre Lille. Et je sais que le club et les gens ici appréciaient beaucoup son profil et auraient peut-être aimé qu'il revienne. Du coup, c'est vrai que son nom est ressorti un petit peu après ma boulette à Clermont, au Red Star. Après, on a eu un match où on a joué à 10 contre 3, on a réussi à gagner. Ça nous a donné un petit peu de répit. Du coup, c'est moi, les rumeurs, elles se sont un petit peu estompées. Et après, il y a eu ce match contre Ajaccio où on perd 2-1. Où sur le deuxième but, je suis pas non plus exempt de tout reproche, tu vois. Mais je suis dans un moment où, tu sais, quand tu es footballeur et gardien, quand tu joues pas la tête libre, tu te poses des questions. Et tu te dis, faut pas que je fasse l'erreur.
Et quand tu te dis trop, faut pas que je fasse l'erreur, faut pas que C'est je là que fasse tu l'erreur. fais. Si je fais une erreur, je suis mort. C'est là que tu rentres dans un moment où tu es plus libre dans T'es ta plus tête libre. et tu joues plus ton jeu, tu vois. Et je pense que je suis un peu dans cette période. Après, le club a décidé de recruter Maury. C'est vrai que quand je l'ai appris, je, forcément, t'es touché dans ton ego et Mm. en tant que compétiteur, ça te touche forcément. Mais ce sentiment, il est vite passé à un sentiment de rage. Il se transforme en rage et en... Comme je t'ai dit, Mm. j'oublie pas d'où je viens. Mm. Et en plus, ce qui est anecdotique, pardon, c'est que sur le match où on s'est vu à Grenoble, Mm. je suis devenu le joueur le plus capé Tapé. de Tapé l'histoire de du l'histoire club. du club. Et ça, pour moi, c'est une fierté pour ma famille. Et tous les gens proches, tous les gens qui m'aiment, ils me l'ont dit. Euh, C'est exceptionnel. Quand on voit d'où tu viens, ouais, en fait, ton c'est ça le truc. parcours, c'est exceptionnel. Vraiment, faut le dire. Ouais, c'est fort, mais il y a encore du travail. Et on n'a rien fait encore. J'espère faire encore plus. J'ai 30 ans. J'espère encore jouer longtemps si mon corps le permet. Et comme je te disais, ce sentiment, il est vite passé à de la haine et de me dire, j'ai jamais lâché, pourquoi je vais lâcher maintenant? Et Maury, on se connaît. Du coup, franchement, moi, je l'ai eu au téléphone et Mm. on se l'est dit, hein, Mm. c'est comme ça, c'est le foot. Il Ouais, m'a dit, c'est du désolé, business, hein. frérot, je dois venir au club. Je lui ai dit, mais t'as pas à être désolé. C'est comme ça, on t'a fait venir, c'est les dirigeants qui décident. Fais ton taf, moi, je suis content que tu sois là. Je suis content que ce soit toi. Et après, on va se taper. Mm. Comme depuis que je joue au Mm. foot, Mm. Mm. on se tape tout le temps et on lâche pas. Et c'est ce qui est beau et c'est ce Ce qui qui, pousse aussi à être meilleur, à être meilleur, hein. ouais, c'est ce qui pousse à être meilleur, à aller chercher les choses et à ne pas se reposer. De toute façon, la concurrence, ça existera toujours et ça a toujours existé dans le foot et comme tu dis, ça fera avancer. Non, franchement, ce que tu dis là, non, là, c'est fort. C'est fort parce que vraiment, les gens, ils se rendent pas compte à quel point le foot, c'est dur. Tu sais, quand on dit, ouais, non, quand les gens disent, ouais, c'est dur, le foot, c'est dur, les gens disent, non, vas-y, vous touchez, les gens, ils touchent des millions et tout. Frère, le gars, il joue à Rodez, croyez-moi, il touche pas des millions. Le foot, c'est dur, frère, c'est dur. Et même les mecs qui touchent des millions, des fois, tu peux pas savoir ce qui se passe dans leur vie, ce qu'on leur C'est demande au quotidien. c'est ça, C'est, c'est ça. en fait, mentalement, faut être prêt. Si t'es pas prêt Mm, mentalement, tu peux mm. pas être footballeur, c'est pas possible. Mais c'est parce que c'est trop dur, t'es tout le temps remis en question. Si même des mecs comme Mbappé, ils sont remis en question, Ouais, moi, alors Lionel dis-toi, Messi, et c'est je ne ça. pas remis en question, tu C'est vois. ça, c'est dur. Mais t'imagines le week-end où tu viens d'être le joueur le plus capé, 2 jours après, t'apprends qu'il y a un gardien qui vient. C'est dur. Il faut pouvoir se remettre de ça. Et toi, tu dis non, moi, je vais pas lâcher. Je vais continuer à m'accrocher. C'est la résilience. C'est la Exactement. résilience. Et moi, je suis persuadé dans tous les cas que tu vas rebondir que tu vas rebondir, voilà, que c'est pas fini pour toi, que tu as encore de belles années devant toi parce que voilà, avec cette mentalité, de toute façon, pour moi, c'est la clé. Si tu as ce mindset-là, cet état d'esprit, tu vas continuer à faire de grandes choses. Ça, j'en doute pas, hein. Je pense que c'est le bon chemin à suivre. Après, on verra si j'ai raison, on verra C'est si... l'avenir nous le dira, de toute façon. Ouais, franchement, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est malgré les échecs, malgré les gens les bâtons qu'on peut vous mettre dans les roues, si je peux dire, lâchez jamais, croyez toujours en vous. Et ouais, faut être sûr de son karaté, comme on dit. Ah ouais, Faut là, être sûr de son vraiment. karaté. Et même si les gens pensent que, faut être focus sur soi-même, travailler pour soi et jamais lâcher en vrai. Non, c'est ça, faut jamais lâcher. Toujours voir croire Ouais. en son étoile, son process. C'est le process dans la difficulté, ouais. Qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait? Si tu veux Mhm. vraiment y arriver, il faut t'accrocher. Moi, je le vois au quotidien, parce qu'on parlait de l'importance de la famille. Voilà, moi, j'ai mon petit frère qui est dans le milieu. Je vois à quel point, bon, même j'ai joué en amateur pendant longtemps. Là, je joue encore. Bon, là, c'est un R1, mais je veux dire, voilà. Je sais à quel point c'est dur. C'est dur de perdurer, en fait, de rester. Une carrière, c'est long, c'est intense, il y a des hauts, il y a des bas. Et vraiment perdurer, voilà, moi j'insiste sur ça. C'est dur. Et voilà, avoir cette capacité de rebond, c'est important, sinon tu peux pas. Mais en Pas vrai, c'est perdurer. l'histoire de la vie, hein. C'est Ouais, l'histoire de ouais, la c'est la vie. vie. Et c'est ce que j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Moi, je suis passé par le PSG, par Toulouse. Et quand tu es au PSG, quand tu es au centre de formation, tu es un peu dans une bulle. Mais c'est pas la vraie vie. Et quand je suis arrivé à Rodez, Dieu merci, ça m'a fait un bien fou parce que je suis revenu euh, dans les choses basiques de la vie. Moi, à Rodez, les premières années, j'ai travaillé au lycée, j'étais surveillant. Ouais, tu vois, je savais même pas. Et vas-y, ça m'a fait prendre conscience que, vas-y, la vie, c'est dur, faut aller Mm, chercher les choses, faut mm, charbonner. Et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, tu vois. mm. Bien avant. Non, en tout Donc, cas, non, c'est fort, frérot, c'est fort.
Mais du coup, voilà, peut-être que c'est aussi comme t'as dit, c'est l'éducation aussi qui t'a permis voilà, d'avoir cette mentalité-là et qui te permet de garder dans tous les cas la foi pour toujours croire en toi. Ouais, je pense que l'éducation de mes parents n'y est pas pour rien. Ouais, Big up. un petit big up à la famille, c'est important, frère. Ouais, Faut leur donner la force. ouais, Ils le méritent, hein, parce qu'ils sont toujours là à t'accompagner. Et c'est non, c'est important de leur redonner leur lettre de noblesse, comme on dit. c'est grâce à eux Et qu'on est là, hein. c'est ça, c'est ça. Et du coup, la dernière partie, pour moi, on a été obligé de finir sur ça, hein. C'est pour moi la plus belle. C'est le Congo, la RDC. Du coup, la sélection. Du coup, moi, voilà, on va retracer un peu tout ton parcours. Déjà, on va commencer par les premiers contacts. Comment ça s'est fait? Comment, explique-nous un peu tes débuts avec la sélection. Ouais, c'est vrai que le Congo, c'est aussi une histoire extraordinaire. Parce que en tant que Congolais, pouvoir représenter le pays de naissance de mes parents, franchement, j'aurais jamais pu rêver mieux. Quand je vois le bonheur que ça peut leur apporter, et même moi qui ai été élevé avec une culture congolaise dès le plus jeune âge, quand je vais au Congo, je me sens bien, tu Mm, vois. mm. Et ouais, c'est une expérience incroyable et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Et les premiers contacts, ça s'est fait à la fin de la première année où j'ai commencé à jouer à Rodez. D'accord. J'ai Cédric Bakambu qui a contacté un gars avec qui jouer, Papis Dembélé. Ils sont du même quartier, enfin de la même ville, à Vitry. Et Papis, il me dit, ouais, Cédric, il veut te contacter et tout par rapport à la sélection. Je lui dis, bah vas-y, envoie-lui mon numéro, moi je Mm, suis chaud, tu vois. mm. Cédric, il m'écrit, et il me dit, ouais, Lio, j'espère que tu vas bien et tout. Je t'appelais par rapport à la sélection. Là, le sélectionneur, il vient de faire une liste. Moi, ça me plaît pas trop. Mhm. Et je lui ai dit que, vas-y, s'il ramenait pas des joueurs compétitifs, bah, je viendrais pas. Tu vois, du coup, il a donné mon nom. Et je remercierai toujours Bakagol. Mm. Non, c'est mon frérot. Et grâce à lui, c'est comme ça que j'ai intégré la sélection. Je devais venir au mois de juin, mais j'avais des problèmes au genou. Je devais faire des PRP au genou. Du coup, ça s'est pas fait au mois de juin, mais en septembre, j'ai été appelé pour la première fois et je suis arrivé comme avec Rodez, comme Mm. à Toulouse, sur la pointe des pieds. Et je pense que c'est à l'image de l'histoire de ma vie et de l'histoire de ma carrière. Mhm. euh, les premières sélections, bah, j'étais numéro 2 ou numéro 3. J'attendais patiemment sur le banc, je regardais comment ça Mhm. fonctionnait. Bien sûr. Et au fur et à mesure, j'ai montré mes capacités à l'entraînement et j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur un match de qualification pour la dernière CAN contre le Gabon, parce Mhm. que Joël, à l'époque, avait pris un carton jaune et était suspendu. Ok. Du coup, mon premier match, ouais, c'était une expérience dingue. C'était au stade des Martyrs. Non, c'était à Ah, c'était Franceville. là-bas. C'était Ok. à Franceville et le Gabon, je crois, n'avait jamais perdu à Franceville. Il perdait pas. Ok. Et nous, on était obligés de gagner parce qu'on avait commencé la campagne avec 2 défaites de qualification pour la dernière CAN. Et on était obligés de gagner ce match-là. Et c'est un match où tu joues contre des Aubameyang, Alevina, Pwanga. Mm. Ils avaient une équipe de Ouais, fou, tu vois. c'est ça. C'était sacré. Et C'est là, c'était la belle génération vraiment Ah ouais, du Gabon. c'était le Gabon en mode, ils étaient bien. Mm. Tu vois, ils étaient premiers de la poule à l'époque. Mm. Et on fait un match, on gagne 2-0. Je fais des arrêts de fou, mais des Mm. trucs, genre premier ballon, la défense la défense centrale, c'était Chancel et Dylan Batoum-Bissika. Chancel, il veut mettre un ballon à Dylan, mais il la met pas assez forte, Mm. c'est-à-dire un ballon entre deux. Moi, je suis assez haut, je vois que la passe, elle est trop courte, je Mm. sors, je tacle, Mhm. l'attaquant, il tire, ça tape mon pied, et le match, il commence comme ça. Mm. Et je me dis, ah ouais, là, dans le bras, faut pas. Pourtant, je rentre dans le stade avec de la pression quand même. Au Ouais. moment de chanter l'hymne, j'ai la pression de fou. Mm. Je sais que tous les Congolais vont regarder le match et Mm. en mode, vas-y, il faut être là. Ah, là, c'est la patrie, là. C'est la patrie et tu joues pour ton pays. Et le match, il se passe super bien. Je fais des arrêts, mais miraculeux. On sauve le ballon sur la ligne et tout. On gagne 2-0. On finit le match et là, c'est l'explosion de joie, tu vois. Le coach des gardiens, il me porte sur ses épaules. Tout le monde vient me voir. Ouais, Lio, incroyable, station, tout. Et c'est comme ça que mon histoire avec le Congo, elle a commencé. Derrière, on fait la campagne de qualification. On arrive à obtenir la qualification à la toute fin. Au stade des Martyrs, je me rappelle, je fais une passe décisive sur un corner. C'est pour ça, en fait, entre l'année dernière et cette année, il s'est passé des trucs incroyables. Stade des Martyrs. Ouais, Le stade des ouais, Martyrs. le stade des Martyrs, franchement, je suis très content d'avoir pu jouer dans ce stade au moins une fois dans ma Mm. vie. Plein. C'est incroyable.
tu joues, tu as des frissons. Genre, pendant le match, moi, je regarde les tribunes et je me dis, waouh, mais c'est incroyable. 80 000 personnes. En plus, là-bas, les gens, c'est pas comme en France. On a des groupes de supporters en Ouais. France, dans les stades, c'est Moi, c'est tout le stade. Là-bas, c'est tout le stade et c'est Ils vivent le passionnés. match. Ils vivent le Ouais. match, comme tu dis. Il y a une action, le mec, il va faire un crochet, ça va faire wow, Ouais. wow. Le mec, il va frapper au-dessus, ça va faire wow. Et tous Et en en plus, cœur, les tu vois. Congolais, là, c'est... Ouais, non, on aime bien le Ouais, show. ouais, j'aime bien le show, c'est le show. Tu vois. Mais c'est incroyable. Franchement, j'ai jamais connu une ambiance comme ça. Et comme je l'ai toujours dit, et je le dis encore une fois, faut le voir pour le croire. Parce que moi, je le vis. Et quand je rentre en club baronais, je leur dis, mais les stades des Martyrs, l'ambiance, elle est incroyable. On compare ça à Bollaert. J'ai jamais joué à Bollaert, tu vois. Et j'ai été à Marseille, au Vélodrome dans les tribunes. Mais l'ambiance là-bas, tu joues là-bas, t'es l'adversaire, t'as peur. Limite, ça tremble, tu vois ou pas. Et j'ai un coéquipier qui jouait avec moi l'année dernière, Kevin Mouma, qui a joué au Stade des Martyrs avec le Togo. Il m'a dit, c'est incroyable, incroyable. Et du coup, on arrive à se qualifier pour la CAN. Et il y a ce parcours à la CAN où j'ai la chance de pouvoir débuter la compétition et de jouer. Ouais. On fait un parcours incroyable. On sort l'Égypte en huitième de finale. Et je marque ce penalty vainqueur. Non, mais attends, frérot, là, tu vas Ah trop ouais, je vais vite, très frère. vite. Là, ouais. Non, qu'est-ce que tu me racontes, là? Joe, t'es là, tu dis la CAN, tu me racontes tu me passes avant le 8e de finale. Oh, tranquille, ton père. Non, mais je te fais un grand résumé parce que je sais que tu vas rentrer dans les détails. Ah, là, il pourra rentrer dans les détails. Vas-y. Là, c'est l'événement de ta carrière. Mm. C'est-à-dire, là, Ouais, tu te racontes. les phases de poule, raconte-nous tout. Les gens, ils attendent que ça. Les gens attendent ce moment-là. Vas-y, on va Là, c'est ton moment, frérot, raconte. on va raconter. Ben, la CAN, déjà, on se qualifie pour la CAN. Pour moi, c'est une dinguerie. Mm. On est qualifié pour la CAN. Moi, j'ai l'habitude de regarder la CAN à la télé. Je supporte le Congo à la télé. Et c'est vrai que déjà, la dernière CAN, on n'y était pas. Mhm. Et dans les précédentes CAN, le meilleur résultat qu'on a fait, c'est dans ces dernières années, c'est la 3e place en 2015, tu vois. Avec les Kebano et tout, je me rappelle. Je te regardais une sketch à la télé. Et du coup, là, on se qualifie pour la CAN. On fait la préparation à Abu Dhabi. Ça se passe archi bien, tu vois. T'es dans un bon cadre. Il fait chaud. Et tu ressens pas la pression forcément de la CAN quand t'es à Abu Dhabi, tu vois. Ouais. Tu te prépares, tu bosses bien et voilà. Et on prend l'avion direction la Côte d'Ivoire, San Pedro. Et dès que tu atterris à Abidjan, parce qu'on a atterri à Abidjan et après on a pris un autre vol pour San Pedro, Pedro. tu sens l'atmosphère et vas-y, tu te dis que vas-y, là, c'est la CAN, c'est le début de la compétition. Tu le sens direct. Ah, c'est autre En fait. chose. Ouais, c'est autre chose. Et on arrive à San Pedro, les premières séances d'entraînement, tu commences à avoir la pression, mais ça va, tu vois. Tu es dans la continuité du stage de préparation. Et arrive le premier match contre la Zambie. Et tu sais, on est dans les couloirs là avant le match. Mm. Et c'est comme si là, il y avait la caméra, elle était Mm. au-dessus. Je vois la caméra et là, j'ai une montée d'adrénaline, je te dis. Et il y a Chancel qui me dit en lingala, vas-y les gars, allez, c'est bon là, on va se battre pour le pays. Wow. Tokeko Bundela Mboka, t'as capté? Ouf, la vache. Comme dirait En Jones. fait, dès qu'il se retourne et qu'il te dit Tokeko Bundela Mboka, là, tu te dis, vas-y, là, c'est réel, t'as capté, c'est la compétition qui commence. Et tous les Congolais vont regarder, tu vas représenter tous les Congolais. Et le match, il commence. Domination de fou. On prend un ballon dans le dos. Et moi, je vois Baka Chancel qui est pris de vitesse, mais je vois pas Baka revenir, tu vois. Ou l'inverse. Du coup, moi, je suis un gardien où j'anticipe pas mal, tu vois. Je joue beaucoup à l'anticipation, je sors beaucoup de ma surface. D'accord. Je suis un gardien explosif. Mm. Du coup, je fais ma sortie comme d'hab, je prends le ballon, Mm. mais sauf que le mec, il laisse traîner le pied, Mm. et il me touche, il me met une semelle. Moi, c'est ma première grande compétition. Mm. C'est la CAN, et j'ai pas forcément la lucidité de rester au sol, tu vois. Toi, tu Je joues vois pas que dans le but. Je dis, oh, monsieur l'arbitre, je vois l'arbitre, il siffle pas. Le mec de la Zambie, il fait la touche rapidement. Il fait une touche parfaite. L'homme, comme par hasard, ça tombe dans le but. Mm. Je me dis, ouais, ma compétition, elle commence comme ça. Ah, je me Mais rappelle. ça va être dur, tu vois. Et là, encore une fois, il y a le soutien de ma famille. Je me rappelle avoir ma mère le soir au téléphone. Et elle me dit, regarde Lionel, tu vois ce qui s'est passé? C'est pas passé pour rien. Là, les gens, ils disent ton nom, ils ont appris à connaître ton nom, tu vois. Ton nom, il sort dans leur bouche. Là, maintenant, ils ont appris à te connaître. Là, ils vont voir le vrai Lionel, tu vois. C'est fort. Et ça m'a fait chill direct. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais dans un bon mood. Et après, on joue contre le Maroc, deuxième match. Deuxième match, je joue contre le Maroc, contre les Hakimi et tout. Et le Maroc, on avait joué contre eux, dernière qualification pour la Coupe du Monde. On avait une petite revanche à prendre. Parce
Ils nous avaient battu 4-1, il n'y avait rien à dire, tu vois. Mais c'est quand même le Maroc, c'est un match de prestige. C'est contre des joueurs de foot, tu vois, des Ziyech et tout. Et le match se passe super bien, on arrive à les tenir. Ils marquent le premier but sur coup de pied arrêté. Mais moi, je fais un gros arrêt en début de match, tu vois, sur une tête à bout portant, j'arrive à la mettre au-dessus de la barre. Du coup, je suis bien dans mon match, il fait super chaud. Et on les tient, on n'est pas loin de gagner le match. Et il y a cet épisode où ça chamaille un petit peu après le match, là, la justice de Dieu. La justice de La Dieu, justice de il Dieu. y en a Ah, c'était trop marrant ce jour-là. contre le Maroc. Mais raconte-nous un peu de détails ce qui s'est passé. C'était fou. Ouais, non, il s'est rien passé de fou. En vrai, dans un match, quand c'est tendu, il y a de la Mm. tension, tu connais comment c'est sur le terrain, ça Ouais, parle un petit ouais. peu, ça popote un petit peu. Mm. Et moi, il y avait grave des mecs que je connaissais, il y avait Aminali, Oui, de Toulouse. à Toulouse. Et du coup, on en rigolait, mais tu voyais des trucs. Toi, t'étais entre les trucs, t'entendais ce qu'ils disaient, mais t'en rigoles, tu vois. Tu vois que les mecs, ils sont un petit peu chauds. Mais il s'est rien passé. Ouais, c'était exagéré, quoi. Ouais, voilà, Ouais. c'était des petites embrouilles Ouais, de terrain. de terrain. Et, La justice de Dieu. franchement, cette CAN, il y a des moments marquants, hein. Il y a des moments marquants. Et après, on fait la Tanzanie, on sait qu'on a besoin que d'un nul, où on domine le match, on n'arrive pas à marquer. On fait un nul, on est content de la qualification. Et là vient le tirage au sort, on tombe contre l'Égypte. Wow. De Mo Salah. Mon Salah. Et même si Mo Salah n'était pas là, on sait que les Égyptiens, c'est quand même une nation, grosse nation africaine, qui a de l'expérience, qui a des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et on sait que ça va être un gros morceau, tu vois. Mais on est confiant. On est confiant de notre karaté, comme je te dis. On a bien bossé, avant, en préparation, et on est prêt. On est prêt. Du coup, on arrive contre l'Égypte, on fait un match incroyable. Et il y a 1-1 dans le match. On prend un penalty de Mostafa Mohamed, je crois, et on égalise. Non, on marque en premier, et eux, ils égalisent sur un penalty. Ils prennent un rouge, on va jusqu'aux prolongations. Et plus le match il avance, plus je me dis, vas-y, là, on va aller au penalty. Là, putain, ça va être bizarre, t'as capté ou pas? Je vais devoir sortir mon équipe de là, tu vois. Prolongation, fin des prolongations, penalty. Et moi, les penalties, j'ai arrêté des penalties dans ma carrière, mais c'est pas une spécialité pour moi. Ouais. Genre, j'arrive. Je pense que c'est un combat spirituel, mais moi, je suis pas assez fou pour autant rentrer dans la tête des mecs comme des gardiens peuvent le faire. Emiliano Martinez. Ouais, lui, c'est un monstre. Il dégoûte tout le monde. Il fait ses danses, il fait des Ouais. trucs. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas un mec. Je suis pas extraverti. Je suis plus introverti. Et... Bref, je me dis, la séance de pénalty, elle commence. J'arrive pas à en arrêter. Je suis pas loin d'en arrêter. Genre, je penche du bon côté, je touche des ballons, mais j'en arrête pas. Et vient le pénalty du gardien, Gabaski. Et il tire son pénalty, je plonge d'un côté. Il la met au-dessus, à droite sur la barre. Et là, dans ma tête, je commence déjà à me dire c'est mon moment. Et c'était pas à moi de frapper, hein. Il restait un joueur, il restait Simon Banza. Mais Du coup, il allait tirer avant toi? Non, il est pas allé. Du coup, mais c'est toi qui as tiré en comme fait, eux, c'était au milieu du terrain. Mais sauf que lui, quand il a raté le penalty, moi, je me suis levé, je suis parti sur le point de penalty sans savoir que c'était mon tour. Ah, parce que t'avais le goal J'ai de voulu partir, tirer, je me qui suis dit, sera à toi. Ouais. Et sur le trajet, quand je marche vers le point de penalty, je croise son regard. Et c'est pour ça que j'ai rigolé avant le penalty, parce que je croise son regard et je vois de la détresse de ouf dans son regard. En mode, j'ai raclé mon équipe. Et c'est mort, on a perdu à cause de moi, tu vois. Et je pose mon ballon, et là, je me dis, vas-y, c'est mon histoire. Tu vois pas. Oh. C'est pour ça que je rigole un petit peu, parce que je pense à Gabaski, je pense à ma daronne, qui m'a poussé pendant toute la compétition. Et la veille, nous, on travaillait beaucoup les pénaltys aux séances d'entraînement. Premier pénalty que je tire, je le rate. Je vais tirer croisé, je tire sur le poteau, je rate. Wow. Et après, je tire un autre pénalty comme je l'ai tiré sur la séance de pénalty. Je prends le ballon, je le pose, je prends une respiration. Je me dis, vas-y, c'est ton histoire. Sourire. Je m'élance et je fais une petite feinte et je la mets à droite. Je vois qu'il part de l'autre côté. Là, c'est l'explosion, frérot. Ouais, je me rappelle, t'es là, t'appelles tout le monde. Ouais, je cours. On va voir. Les supporters et tout. Non, c'est... Mais là, je me dis, en fait, dans ta tête, ça devait être un truc de fou. Là, t'as qualifié ton pays pour les quarts de finale. Ah, c'était l'explosion. Franchement, c'était... Et après, en fait, c'est... Sur le moment, tu t'en rends pas compte parce qu'il y a l'explosion de joie, mais... Vas-y, c'est comme... J'ai marqué un but. Et moi, je joue depuis tout petit. Ça m'est arrivé de jouer au five et de marquer des buts. Même si là, j'ai qualifié le pays. Sur le moment, tu réagis comme si t'avais marqué un but. Mais c'est après, tu sais, quand tu reçois le trophée de MVP, t'es interviewé direct quand tu sors, tu vas à la conférence de presse, il y a tous les médias. Là, tu commences à voir que... prendre conscience. Là, c'est quelque chose, tu vois. Tu rentres dans le vestiaire, il y a gradure.
il te demande le maillot, il veut faire des trucs avec toi. Et je suis pas habitué à ça, tu vois. Je suis pas habitué à Être au centre de la lumière. ouais, voilà, être dans la lumière, à recevoir tout ça, tu vois. Et là, je pense le soir, je rentre et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de fou, tu vois. Je regarde le truc en boucle et tout, et je me dis, ouais, c'est lourd, Tu l'as tu fait. vois, bah, je l'ai fait. Et vas-y, on reste concentré sur sur la suite de la compétition. On tombe sur la Guinée en quart de finale. Et en fait, on a tellement chanté fort contre l'Égypte. C'était tellement un match où il y avait de la tension de fou. Contre la Guinée, c'est un match où on prend le premier but, mais on était sûr de nos forces. On était serein sur le match. Et vas-y, on arrive à s'en sortir. On gagne 3-1, je crois. Et à la fin du match, on est tellement lessivé que je crois on met 15-20 minutes à chanter. Tout le monde est assis à sa place. Les gens sont comme ça, fatigués. Ouais. Tu sais, tu viens de gagner un quart de finale, mais c'est tout l'atmosphère, le match de l'Égypte. Je pense le fait de jouer dans le grand stade, parce que le grand stade d'Alassane Ouattara à Abidjan, là, il est impressionnant, tu vois. C'est un grand stade full fermé comme ça. Et ouais, t'as dépensé de l'énergie et vas-y, il faut récupérer parce que t'as une demi-finale à jouer et contre les Ivoiriens. Et mine de rien, les gens, ils se rendent pas compte de cette CAN. Moi, je l'ai beaucoup suivi aussi parce que mon frère, il y était avec le Burkina. Il faisait chaud. Il faisait chaud là-bas. Mais moi, j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, mais je terminais les échauffements, j'avais l'impression d'être pissé dessus carrément. Tellement il faisait chaud. Ah ouais, je sais. Mon frère, il me disait, c'était Oh, c'était incroyable. incroyable, l'humidité, c'était incroyable. Et franchement, pour rester lucide, c'était compliqué. Même moi, dans les matchs, des fois, je faisais des trucs, j'étais pas lucide. Tellement il faisait chaud, tellement je transpirais. Et ça, on s'en rend pas forcément compte, tu vois. Mais je pense que c'est un facteur qu'il faut prendre aussi en compte. Mais la chaleur, l'humidité, c'est abusé. Et je crois que Cristiano Ronaldo l'a dit là dans une interview en Arabie Saoudite. Il dit que la chaleur, c'est incroyable, tu Ouais, vois. oui, Et- il dit que les gens ne se rendent pas Ouais, compte ils se comment rendent c'est pas compte, dur. ouais. C'est Avec dur la de jouer chaleur. là-bas. Ouais. Mais moi, c'est pour ça, des fois, on sortait des matchs et je regardais Moutoussamy, Kaloulou, et je me disais, mais comment vous faites pour courir autant? Le match contre le Maroc, on a joué à 14 heures, plein cagnard, il devait faire 35-36 degrés. C'est abusé. Et les mecs, ils couraient. Je te dis, mais. Non, mais les gens, c'est bien de le dire parce que les gens en Europe ici, ils ont pas Ouais, conscience. ça. Des fois, ils voient les matchs. Peut-être des fois, ouais, il y a un peu moins de rythme. Mais frère, va jouer là-bas. Ouais, c'est ça, 37 degrés, comment c'est dur. Pas C'est exactement ça. Et bah, vient cette demi-finale contre Côte la d'Ivoire. Côte d'Ivoire. On perd 1-0. C'est un match particulier parce que on, on sait que tout le stade est acquis pour eux. Déjà, tu rentres dans le stade, il y a 60 000 personnes, c'est que en orange. Waouh. Tu t'entends pas parler dans le stade. Et c'est un match où, vas-y, eux, ils sont à domicile, ils reviennent de je sais pas où. Il y a 2 semaines, ils s'étaient éliminés. Là, ils sont en demi-finale devant leur Ouais. stade. Et tu sens que les mecs, ils sont surmotivés, tu vois. Ils avaient une équipe incroyable, franchement, sur le terrain. Moi, je prenais du plaisir dans ce match-là. Parce que c'était un vrai match, une vraie opposition. Et on marque un but qui est refusé. Et eux, derrière, ils marquent un but. En plus, c'est anecdotique parce que c'est Seb qui me marque le but. Sébastien Haller, avec qui j'étais en sélection Sélection. de France jeune. On avait joué une Coupe du Monde ensemble et c'est lui qui me met ce but sur une reprise où je me dis, vas-y. En fait, je me dis, dès que le centre part, je le vois armé et je me dis, vas-y, si tu mets la reprise, je suis là, je suis prêt. Et là, je vois le ballon il rate sa reprise, il tape le sol. Ça te love. Et les ballons comme ça, en vrai, en général, quand t'es gardien, c'est parce que t'es parti sur certains appuis et tu dois modifier, mais ça se passe super vite, ça se passe en Ça va fraction de vite, ça va seconde vite. et je vois le ballon monter super haut et là, je vois que je suis battu. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça et c'est comme ça que ça devait se passer. Mais c'était une expérience incroyable. Après, on joue le match de la 3e place contre l'Afrique du Sud. Toi, tu joues pas d'ailleurs. Non, je joue pas parce que j'avais mal au genou et je pense même s'il y avait eu une finale, j'aurais pas pu jouer. Parce que je pense que mon opération du genou, du coup, je me suis fait ça sur le match avant. D'accord. Contre la Guinée. La fin du quart de finale, je pense que ça commençait à tirer. Et à la mi-temps, contre la Côte d'Ivoire, j'ai senti un crack. Et la deuxième mi-temps, je l'ai clairement joué sur une jambe, tu vois. Mais, mais ouais, le dernier match, je ne l'ai pas joué. Et l'Afrique du Sud, c'est un match compliqué parce qu'on mérite. Je pense qu'on mérite de gagner. On a des occasions de fou. Mais bon, c'est comme ça que ça devait se finir. On a fait un parcours de fou. Franchement, incroyable parce que les gens nous attendaient pas forcément là, à ce niveau-là. Et ouais, on a réussi à remettre le Congo à sa place. Et ce dont je suis le plus fier aussi, c'est qu'on a réussi à faire passer un message aussi pendant l'hymne.
de la demi-finale, je crois, où on a mis la main sur la Ah, la bouche, sur la bouche. la main sur la tempe pour ce qui se passe en ce moment à l'est du Congo, Ouais, avec cette guerre qui doit cesser parce que ça fait des années que ça dure et il y a tellement de gens qui meurent. ouais, c'est dur, franchement. Et on a fait ce geste-là pour essayer de leur apporter notre soutien, parce qu'on sait que c'est dur. Et moi, je sais qu'il y a Gédéon Kaloulou de l'équipe qui a créé une association. Je joue pour le Congo et C'est important, il y a ça, pas mal faut de, en parler. ouais, il y a pas mal de mecs de l'équipe qui ont contribué, pardon, et on essaye d'aider comme on peut. Mais ouais, c'est clair que on est heureux d'avoir représenté le pays et d'avoir fait parler de nous aussi par rapport à ça, parce que ça a relancé le débat, les gens ont commencé à en parler. Et là, tu vois en ce moment Mm, l'actualité, il y a de mm, plus en plus de gens qui en parlent mm, et ça doit être dénoncé. mm. Ouais, non, mais ce que tu dis là, franchement, c'est fort, tu vois. Je voulais t'en parler en fin d'interview, mais tu l'as fait toi-même. Franchement, en ce- c'est bien que vous avez profité de votre notoriété et vous étiez au centre de l'attention pour faire passer ces messages-là, parce que c'est vrai que si vous ne faites pas, bah, qui va le faire en fait. Donc voilà, c'était important et vraiment, voilà, je vous félicite par rapport à ça parce que c'est important. Là, on voit ce qui se passe là-bas, c'est dur. Honnêtement, je sais même pas quoi dire là-dessus. C'est horrible. Donc franchement, voilà, c'est bien. Honnêtement, c'est vraiment important que tu en parles et ouais, je te félicite par rapport à ça. Voilà, va être dur de continuer à parler après ça, On mais continuera à se battre toujours, on ouais. continuera à se battre, on continuera à soutenir parce que ouais, c'est sûr que les gens là-bas souffrent Mm. mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont notre soutien Ouais, et je soutiens. on est les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir parler de ça, tu vois. Ouais, ouais, bah, il faut en parler, faut aider comme on peut, hein, c'est pas facile, mais c'est sûr que par des actions comme ça, déjà, on met en lumière et c'est déjà beaucoup, je trouve. En tout cas, voilà, on va revenir sur l'actualité. L'actualité aussi du moment, c'est le tirage qu'il y a eu pour la prochaine CAN, au Maroc. Ça sera à la fin de l'année, là, en décembre. Comment tu vois ça? Est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu as ressenti quelque chose Non, sur le j'ai suivi tirage? le tirage, mais on est tous excités par la prochaine CAN qui Mm, arrive, hein. Ça va être au Maroc, ça va être une CAN incroyable. mm, Mais comme je l'avais dit précédemment pour la CAN d'avant, euh, la CAN, ça passera par des bonnes performances en club. oui, forcément. C'est dans un peu moins d'un an. Faut y penser, mais sans vraiment trop y penser. Et il faut vraiment penser à l'instant T. Mais oui, oui, j'ai suivi le tirage. On va retrouver le Sénégal dans le groupe dans lequel on est aussi pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Du coup, ouais, c'est un beau challenge. Mm. Ça va être un beau challenge et je pense que ça va être une super CAN. Ah, ben là, vraiment, j'en doute pas, hein. Là, là, je suis un peu vu les moyens qui sont mis en œuvre. Franchement, ça va être une super CAN. Là, tu vois, là, on a vu les groupes qui ont été tirés. Franchement, ça annonce du lourd, ça annonce du lourd. En tout cas, Lionel, franchement, là, on est sur la fin. Vraiment, je suis trop heureux d'avoir pu parler avec toi comme ça. Voilà, j'ai appris plein de choses sur toi que je connaissais pas. Et franchement, tu vois, ça me fait plaisir d'avoir eu cet échange. Ça fait depuis longtemps qu'on en parle. On a eu tellement de galères pour faire ce truc-là. Ouais, Les gens, ils savent pas, mais ah, il ça y en fait a eu des plaisir. choses. Il y en a eu des choses pour en arriver là. Et franchement, je te remercie pour tout le temps que tu m'as accordé. Avec Je te plaisir. souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Toi, si tu sais pas si t'as un petit message à faire passer ou quelque chose comme ça, tu n'hésites pas. Mais franchement, merci à toi. Bah, merci franchement pour l'invitation, Mm. frérot. Je suis vraiment honoré de pouvoir être la première personne invitée dans ton podcast. Et ouais, c'était un petit message de résilience, de persévérance et de patience. Mm. Croyez en vous, les gars. Mm. Ne laissez jamais personne vous dire que vous avez pas de talent ou que vous êtes nul. Ouais, croyez en vous et ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Waouh, quelle fin. La vache, comme dirait le Moody. Hein, il se Bah, reconnaîtra, il se reconnaîtra. la vache. Non, franchement, merci à toi, frérot. Voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite, pour la fin de saison. Et voilà, lâche pas, hein, parce que pour nous, t'es un exemple. Et voilà, on va continuer à te suivre et en espérant le meilleur. Et voilà. Au Merci, plaisir. mon frère. Merci, mon frérot. On est ensemble. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles interviews. Voilà, ça va être du lourd. N'hésitez pas à rester connectés. Le process est en marche. Les gars, c'est le moment de suivre.